Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur notre podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Et donc là d'où du coup tu me dis, attends, parce qu'il s'est passé quoi? Et en fait, il était avec sa secrétaire. Non. C'est Mais attends, vrai. mais quand il a fait ça? Ouais, quand on devait- Ah putain, ça a commencé. Ça a démarré, Ah là. merde. Ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Excusez-nous, on s'est un petit peu emballé. Bonjour à tous et bienvenue, chers amis, dans cette cinquième édition de l'Enfer du Dimanche, le DD, cinquième et dernière édition d'ailleurs, la seule émission au monde qui pointe du doigt toutes les incohérences de la NFL. Dernière de l'année donc, ou de son existence, et après ça dépendra de ce qu'aura choisi le board du front office, on verra bien, hein, messieurs. On espère que tout va bien pour vous à une semaine du Super Bowl, que vous avez apprécié cette saison, qui est déjà terminée. Et on salue sans plus attendre nos 3 intervenants du jour. On connaît bien sûr Romain Grosjean, le pilote automobile qui a disputé 179 Grands Prix de Formule 1. On connaît Sébastien Grosjean, l'ancien joueur de tennis français numéro 4 mondial en 2002 et vainqueur du Masters de Paris-Bercy en 2001. On connaît Fernand Grosjean, le skieur alpin suisse, père de Romain, qui a été médaillé d'argent en slalom géant au championnat du monde de 1950. On connaît Jean Grosjean, un grand poète, écrivain et traducteur français qui était une figure centrale des éditions Gallimard. On connaît bien sûr Théo Grosjean, un auteur de bande dessinée contemporain très populaire pour ses séries, comme par exemple L'homme le plus flippé au monde. Et on connaît Alexandre Grosjean, ancien maire de Besançon au début du XXe siècle, bien sûr, et sénateur du Doubs. On les connaît tous. Pierre Hervé Grosjean, un prêtre catholique français assez présent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais ce soir, ce sont des Grosjean d'un tout autre calibre que je vous propose. Tous ces gens existent. J'ai fait des recherches, évidemment, vous vous en doutez. Il s'agit bien sûr des 2 frères les plus connus de la communauté francophone du football américain, Alexandre Dilala et Franz, son frère, sont là pour votre plus grand bonheur et sous vos applaudissements. Bonsoir messieurs, et comment allons-nous? On va reprendre Bonsoir. On va reprendre la petite échelle de 0 à 10 sur la bonne humeur et sur le moral. On est à combien, messieurs? Franz? Je t'avoue que j'étais à 3 avant d'arriver. Je suis à 8 maintenant. Donc, vous m'aidez beaucoup en cette journée compliquée. Donc, ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait beaucoup de bien. Eh bien, ça fait plaisir, ce petit compliment, Franz. Et merci à toi d'être là pour la dernière. Ça nous fait super plaisir que tu sois là. Je pense qu'on va se régaler. En tout cas, on a tout fait pour. On a tout mis en place. Et c'est très, très cool que vous soyez là tous les deux. Amigos des Fantasy Ballers. Lala, comment ça va, mon petit poulet? Quelle note? Oui, bien meilleur que la dernière fois, la note. Bien meilleur. On va dire un bon 8. Entre 8 et 9, tu vois. Hein. Oh, et là, ça régale. C'est carré, ça. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir, donc, les gars. ça fait plaisir d'être là et plaisir d'avoir mon frérot avec nous. Donc, c'est bien cool. Et puis, plaisir de cette première saison de l'ED avec vous, les gars. C'est cool. Carrément. On verra après si ça continue l'année prochaine. Hein. On n'est pas les seuls à décider. En tout cas, c'était cool de faire tout ce trajet ensemble déjà. On accueille bien sûr notre dernier chroniqueur. Il est toujours en lice pour aller chercher son premier titre de foot américain. Il sac presque aussi bien et plus que Myles Garrett. Il a un physique imposant, une tête de méchant alors que pas du tout en fait. Et non, ce n'est pas Byron Murphy 2 que nous avons ce soir avec nous, mais Doug alias Byron Murphy 3. Bonsoir cher ami, comment vas-tu? Sous vos applaudissements, Salut bien sûr. l'équipe. Comment va Doug? Salut l'équipe, salut tout le monde. Eh bien, écoute, moi je vais très bien, je suis un homme heureux. On va mettre du grand soleil sur la journée, on est sur du 9 sur 10. Voilà, pleine forme, très content d'être avec vous. Eh bien, c'est parfait. Si Il y aurait eu 10 si Baker était au Super Bowl. Ah. Là, on en est loin quand même, hein, Doug. Mais pour voir que toutes nos équipes se sont fait sortir, je trouve qu'on est quand même plutôt bien, plutôt heureux d'être là, heureux et content. Et ça fait plaisir. Je rappelle, bref résumé sur le déroulé de l'émission, 4 parties. On commence par le courrier de Josiane, ensuite on enchaîne sur les trophées, 3e partie le cri du cœur, avant de basculer sur la toute dernière partie de l'émission, l'afterwork, et le tout bien sûr entrecoupé par des petits jeux, une émission comme ça,
eh bien, j'ai envie de te dire, cher auditeur, que t'en es arrivé et on l'a faite. Donc, on va se faire plaisir. 2 heures de régalade. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre partout sur les réseaux sociaux avec le Front Office. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les chroniques en version papier dans Picsou Magazine. Et celles de Doug sont aussi disponibles dans la revue Le Chasseur Français. Alors, faites-vous plaisir. Et pour ceux qui aiment la Discord, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur l'application qui porte le même nom. Là, il est sur Entrevue. Vous vous rappelez de... Oui, carrément. Oui, Je ne cache pas qu'en étant ado, celui-là... On l'a eu pas mal. On l'a eu pas mal, celui-là. Tu tournais les pages d'une main, celui-là. Hein. C'était... Alors, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'était pas une page qui venait, c'était plusieurs pages ensemble. On l'a poncé. C'était pas le sénateur du doux, du coup. Hein. C'était plutôt le sénateur du dur, hein, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, moi, mon père était buraliste. Il avait un bar et il avait une presse comme ça. Donc, j'avais tous ces trucs-là. J'avais juste à descendre. Je prenais, je redescendais. Donc, il y a des mecs qui achetaient derrière des livres d'occasion. Oh putain, Doug. D'ailleurs, ça me fait... Quand j'ai préparé tous les noms sur tous les gros gens qui existent vraiment, hein, c'est vraiment une vraie liste. Vous en connaissez peut-être d'ailleurs. On vous a déjà appelé Grosjean, j'imagine. Cette blague est déjà sortie plein de fois, non? Appelé comment? Grosjean. Non. Non, moi, la vanne qui arrivait, je sais, non, pas du tout, non. Non, moi, c'était beaucoup moins drôle. Hein. C'était plutôt le concurrent de la vache qui rit à l'époque. Il y avait le fromage Grosjean qui était pile poil au moment de mon démarrage du collège. Je peux te dire que c'est marrant, ça. Ah ouais, ça devait être dur, du coup, on nous disait que notre mère était une grosse vache. Voilà, par exemple. Voilà. Ah non, on a dit pas les mères. Alors qu'elle a fait la une d'entrevue. Putain, merde. Ah ouais. Oh. Ça existe encore d'ailleurs ou pas? J'en doute. Je sais que pendant un moment, ils avaient relancé le lui, c'était Frédéric Becbédé qui avait relancé lui. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. C'était pas mal du tout. C'était très bien, j'étais abonné, c'était vraiment sympa. Ouais. On avait vu Audrey Fleurot dedans. Je m'en rappelle, ça m'a marqué. Très belle femme. Si elle nous regarde. Audrey. Mais c'était quoi ça comme magazine? Je connais pas. C'était un peu dans le même genre où il y avait des culs et des montres, en gros. Ok. Ouais, c'était un concurrent de GQ, donc un peu mode, un peu vraiment axé sur l'univers du masculin, mais l'univers du masculin dans toute son étendue. Donc, mais lui, tu te rappelles pas de lui, le journal, lui, t'as pas connu Non, ça, pas du tout, ça me parle pas. Je t'avoue que je suis passé à côté. Même avant Becbédé, je parle. Les premiers. Non. Parce que d'accord, il y avait quand même des chroniqueurs du Figaro qui écrivaient dedans, genre d'Ormesson, etc. Il y avait les dessins de Jacques Faisan. Enfin, c'était un niveau intellectuel, mais avec de la fesse et avec du petit, tu vois, des petits tétons, quoi. Voilà. Ok, c'est ça. Très bien. Eh bien, on les embrasse, tous ceux qui ont participé à ces magnifiques papiers. On passe au courrier de Josiane, messieurs. On débute. T'étais peut-être dans le lui à l'époque, Josiane. Peut-être. Coucou Josiane, en tout cas. Coucou Josie. Hello Josiane. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de courrier abonné. Josiane, qui nous remet donc le courrier et on va le lire tout de suite. Salut à toute l'équipe. Tout d'abord, bravo pour le travail accompli jusque-là. Très belle saison, les gars. Fraîchement démis de mes fonctions, je sais déjà qu'à un moment ou un autre, vous allez parler de moi, bande de coquins. Rassurez-vous, j'ai déjà retrouvé du taf dans une autre franchise où je pourrais perdre sans étonner les autres observateurs. Cela dit, je ne serai pas contre un petit mémorial de tous ceux qui sont tombés avec moi, histoire de se marrer en vous écoutant avec ma femme dans la voiture. Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous? La bise, les refs. C'est signé John H. de Baltimore, en partance pour New York. On remercie déjà John H. pour ce magnifique courrier, d'avoir pensé à nous. Salut. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, pour rendre un hommage à tous ceux qui sont partis? Bien sûr. La larme à l'œil, mais oui. Petit ange parti trop tôt. On commence par qui, messieurs, pour cet hommage? On commence par les équipes ou par les coachs? Les équipes, on fait les équipes. Les équipes. Je vous propose que chacun notre tour, sur une musique un petit peu lancinante, une musique un petit peu triste, une musique à hommage, nous partions nous recueillir pour tous ceux qui sont morts au combat. On fait dans l'ordre. D'où que tu commences, on suit par Franck, Lala, et j'enchaîne et on tourne. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive, Doug? C'est bon, il fallait que je le mette sous les yeux, j'avais pas le conducteur, on est bon. Allons-y, messieurs. Oui, moi aussi.
oh. Les Cardinaux de l'Arizona. Les pillards de Las Vegas. Les Titans du Tennessee. Les avions à réaction de New York. Les Géants de New York. Les Marrons de Cleveland. Les Commandants de Washington. Les Tigres du Bengale de Cincinnati. Les Chefs de Kansas City. Les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Dauphins de Miami. Les Vachers de Dallas. Les Poulains d'Indianapolis. Les Corsaires de Tampa Bay. Les Faucons d'Atlanta. C'est leur vrai nom, ça. Les Corbeaux de Baltimore. Les Lions de Détroit. Les Vikings du Minnesota. Les Panthères de Carolina. Les Aigles de Philadelphie. Les 49e de San Francisco. Les Emballeurs de Green Bay. Les Assiéristes de Pittsburgh. Les Ours de Chicago. Les Chargeurs de Los Angeles. Les Texans de Houston. Les Factures. Et oui, j'ai bien dit les Factures de Buffalo. Les Jaguars de Jacksonville. Les Chevaux Sauvages de Denver. Et les Béliers de Los Angeles. J'ai failli dire Saint-Louis. Hein. Mon Passons Dieu. maintenant aux victimes du lundi noir. Sean McDermott, Mort pour Buffalo. la France. mort pour la France. Ouais, mort pour Buffalo. Ouais. Tu vas te faire avoir pour les droits. Après, on va monter une société de doublage. Ouais, tu le tiens vachement bien par contre. Hein. Enchaînons, messieurs, s'il vous plaît. John Harbaugh de Baltimore. Kevin Stefanski de Cleveland. Ray Morris, Atlanta. Jonathan Gannon, mort pour l'Arizona. Pete Carroll, Las Vegas. Mike McDaniel, Miami. For sure. Merci, messieurs, pour cet hommage. Merci beaucoup. Allez. Ah, ça fout les poils. Hein. Ça fout les poils. Hein. Je vous propose de passer au trophée. Merci, John, hein, pour nous avoir demandé ça. J'espère que tu as kiffé. Et j'espère que ta femme a kiffé aussi dans la caisse. Passons au trophée. Le premier sera la mise sous tutelle. Ces enfants entament des démarches pour la mettre sous tutelle. C'est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure. La mise sous tutelle, on vous rappelle ce que c'est. On va noter en fait une erreur manifeste de gestion d'une franchise sur un trade, un licenciement, une décision, peu importe. Messieurs, vous avez des mains libres, vous avez des coudées franches. Qui veut commencer pour remettre ce premier trophée de la soirée? J'ai envie de dire honneur à notre invité, Franz, si tu veux bien partir. Nous t'écoutons. Eh ben, avec grand plaisir, messieurs. Eh ben, moi, ma mise sous tutelle, elle est plutôt pour Terence Pegula. Alors, Terence Pegula, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait son nom avant la semaine dernière, mais c'est le propriétaire des Bills
Et je donne également un petit avertissement à Brandon Beane, le GM. Remettons un peu de contexte, ok? Sean McDermott est viré pour ne pas avoir réussi à amener Josh Allen et les Bills au Super Bowl en 9 saisons, malgré 8 apparences en playoff. Franchement, pourquoi pas? On peut imaginer qu'il pouvait faire mieux avec son MVP de quarterback, mais alors attendre 2 jours pour publier un message de remerciement à son head coach, c'est quand même pas ouf. Mais alors, on se dit tous, ok, en même temps, peut-être aurait-il fallu correctement l'entourer, le Josh Allen, par exemple avec un receveur ou autre. Donc, je pense que Brandon Beane, il va prendre la porte aussi. Que nenni! Brandon Beane, il est promu. C'est comme si mes commerciaux, ils étaient virés pour ne pas avoir atteint l'objectif collectif, mais je devenais VP. Et ça ne risque pas d'arriver, hein, je vous rassure. Ce bon vieux Brandon Beane devient président des opérations football, donc toute la partie football de Buffalo est gérée désormais par Brandon Beane, qui devient le patron du futur head coach. Le tout est ponctué par une conférence de presse mémorable durant laquelle ce bon vieux Pegula accuse les erreurs d'effectifs d'avoir été provoquées par l'ancien coaching staff, en utilisant ce pauvre Keon Coleman en exemple, plutôt sympa. Alors qu'on a accès maintenant à moult vidéos qui montrent Beane comme étant le plus motivé à prendre Coleman. Et d'ailleurs, Touchdown Actu a publié un lien vers ces vidéos. Je vous invite à les visionner. Bref, une belle mascarade qui montre bien que, comme dans toute entreprise, des erreurs de gestion et de communication sont fréquentes. Et au fait, bravo Brandon pour la promotion. À quand la pinte pour la célébrer? Merci beaucoup, Franz. Une réaction, les gars? C'est pro. On voit que Franz a travaillé déjà, donc ça fait plaisir. Ça me change un peu de certains qui viennent autour de ce micro. Oui, Doug. Ah oui, tu fais ton air étonné. Est-ce que vous avez une réaction à faire, messieurs, par rapport à ce que Franz nous a concocté sur cette mascarade des Bills? Vas-y, Doug. Là, Doug? Ouais, si tu veux, on peut en parler. Effectivement, les Bills, c'est la catastrophe industrielle plus. Et on promeut le mec. Donc, oui, il n'y a rien qui va. Cette équipe, je pense, avait une fenêtre c'est une chatière. Et quand on est un bison, c'est compliqué de passer dedans. Là? Respect. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé Doug commencer, parce que, en fait, Franz a exactement dit, sans qu'on se concerte, exactement ce que j'ai dit dans notre groupe WhatsApp, quand on a eu la nomination de Joe Brady en tant que nouvel entraîneur des Buffalo Bills. Ça discutait dans le groupe en disant, mais pourquoi Joe Brady? J'ai dit, mais déjà, avant même de parler de Joe Brady, comment se fait-il que Beane soit augmenté et promu alors qu'il a autant de responsabilités que Sean McDermott? Donc, qu'on ne fasse pas croire que toutes les décisions de partout ont été faites de McDermott et que lui, en fait, il attendait que ça se plante pour passer devant, quoi. Donc, Est-ce qu'il est de la famille de Butter Bean, le boxeur? Je pense pas. De Mr Bean peut-être, mais en fait, ça sent tellement le mec qui monte la tête de son proprio, quoi. Au début, franchement, je me rappelle que sur le Discord, on a discuté avec les supporters des Bills. Je leur ai dit, les gars, moi, je veux bien que vous soyez pas contents que McDermott s'en aille, que les joueurs soient déçus, mais au bout d'un moment, il faut quand même aussi se dire que tu envoies pas un signal positif quand tu n'arrives jamais à franchir ce cap. Moi, je peux comprendre qu'on veuille tenter autre chose. Parce que certes, ton équipe est concurrentielle, mais elle arrive jamais au bout. Donc, tu as un QB qui en fait, perd systématiquement après prolongation. Tu as une équipe qui se trouve en fait, systématiquement. Au bout d'un moment, qu'on veuille mettre un électrochoc. Pourquoi tu rigoles? Parce que depuis tout à l'heure, je me disais, putain, mais Bean, en fait, c'est qu'il a monté la tête de son proprio. En fait, c'est Grima, langue de serpent, qui souffle à l'oreille de Théoden, en fait. Tu vois, c'est exactement ça. Oui, non, mais ça sent trop ça. Donc, sur le coup, on n'était pas forcément d'accord avec certains supporters qui, eux, comprenaient pas. Moi, ça, je le comprends. Franchement, d'un point de vue purement sportif, d'un point de vue mental et tout ça, tu peux te dire au bout d'un moment, en fait, on a un coach qui n'y arrive pas. Ça peut mettre une espèce de psychose un peu dans le vestiaire et tout ça, un blocage. On veut passer à autre chose, je veux bien. Mais alors, par contre, effectivement, la mascarade après en conf de presse et comment ça s'est goupillé derrière,
mais ça sent vraiment, tu sais, le collègue bien con qui a savonné toute la planche de tout le monde pour avoir son petit poste. Franchement, là, les Bills, ça fait un peu pitié quand même. Alors, la conf de presse, il faut en donner une autre quand même, parce que Pegula a dit, donc si on peut remettre une deuxième couche, on a viré Sean McDermott parce qu'on a perdu contre les Broncos, mais parce que la défaite face aux Broncos n'avait rien à voir avec l'arbitrage. Et 3 phrases après, il dit « La seule raison qui fait qu'on ait perdu contre les Broncos, c'est l'arbitrage. » Et si je peux rajouter, il a également dit qu'au moment du coup de sifflet final, il ne voulait pas virer McDermott et que c'est en rentrant dans le vestiaire et en voyant Josh Allen en train de pleurer qu'il s'est dit qu'il était temps de virer McDermott. Et en fait, il y a des erreurs de communication qui sont terribles. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai mis Pegula sous tutelle. Je n'ai pas mis Brandon Beane parce que Brandon Beane, il est malin. Il a réussi à gérer son connard de proprio. Bravo à lui. Et je ne trouve pas que les Bills soient l'équipe la moins bien montée de la NFL. Oui. Ok, on peut peut-être dire qu'il y a des trous, mais je veux dire, ce n'est pas le pire des GM. Donc le gars, il est juste dans son taf. À jouer son poste. Donc, c'est Pegula qui est ridicule. Je suis 100% d'accord avec toi, Franz. Bean, il profite en fait tout simplement de l'incompétence de son propriétaire, c'est tout. Hein. Donc, voilà. Hein. Et je terminerai juste en disant, regardez les galères ils prennent Joe Brady également parce que qui va vouloir venir? Ben oui, qui va vouloir venir à Buffalo quand tu vois que le proprio, en fait, il s'est fait complètement gérer par le GM et que le GM va devenir ton nouveau patron. Ouais. Ah oui, c'est sûr que ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Je sais pas s'il y a des gros noms qui ont fait des interviews, mais ça fait peur de travailler dans un environnement comme ça. Ah oui, Philippe Rivers a dit non. Oui, mais ça, c'est pas un nom. Moi, je parle d'un gros nom vraiment de coach, tu vois, type Arbo et compagnie, quoi. Attendez, et vous imaginez, Philippe Rivers, il était sur son canapé, ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué. On l'a appelé pour lui dire « Tu viens jouer, gars ?» Il dit « Ah oui !» Et par contre, derrière, on lui dit « Vas-y, prends les Bills » et il dit non, alors que c'est l'homme qui saisit le plus les opportunités de l'histoire. Ouais. Arrêtez. Ça veut tout dire. Bon, on souhaite bon courage aux Bills, en tout cas. Enchaînons, si vous le voulez bien. Là, tiens, on t'écoute. Alors... Donc moi, c'est très simple. C'est une équipe, une franchise de l'AFC Nord. Je vais parler des Browns. Et un sage avait dit un jour, les Browns sont les Browns. Car même après le départ du directeur de la stratégie, Paul, alors j'ai toujours du mal à le dire, Paul Di Podesta, voilà, dont les stratégies sont rarement traduites par des succès sur le terrain, on a vu, les Browns sont obsédés par les datas. On a découvert qu'il y a une rumeur, mais plutôt une rumeur fondée, parce qu'elle a été relayée, et je vais vous le dire dans quelques secondes, par qui. Mais en gros, ils sont obsédés par les datas. C'est leur dada, voilà. Et donc, du coup, ils font leur stratégie, même du personnel, en fonction de cela, à l'excès. Ah, c'est la recherche du... Comment? Oui, alors voilà, j'allais dire justement, mais j'allais terminer par cette comparaison, mais oui. Donc la recherche du head coach à l'heure actuelle, donc par Andrew Berry, qui lui est arrivé en même temps que Stefanski, donc en 2020, mais lui, il est encore là. Tu vois, on est un peu dans la continuité de ce qui se passe avec les Bills. Et en plus, Richard oui, non plus. Et donc dans la recherche du head coach, il y a aussi l'ancien directeur général des Raiders, donc Tom Telesco, qui a également participé à la recherche de ce nouveau coach, notamment lors des rencontres des personnes, donc des candidats en entretien. Telesco, on a vu ce que ça a donné aussi aux Raiders. Donc, pour l'instant, une super équipe. Mais alors, du coup, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Que c'est dysfonctionnel? Non, il t'explique qu'en plus, ils ne sont pas dysfonctionnels. Ils fonctionnent juste différemment des 31 autres équipes. Ah, et voilà comment on l'a su. Ah, voilà. Et voilà comment on l'a su. Tom Pellicero, invité du Rich Eisen Show, a expliqué donc que les Browns continuent de se concentrer excessivement sur la transformation du subjectif en objectif.
Véridique, j'ai adoré cette phrase. Et donc là, je vais vous lire quand même ce qu'il dit parce que il faut vraiment réutiliser ces termes. Je ne veux pas paraphraser bêtement ce qu'a dit Pellicero et la réaction de Rich Eisen. Le processus de recrutement des Browns qu'ils ont mis en œuvre à plusieurs reprises est unique en NFL, a déclaré donc Pellicero à Eisen. Il cible un certain type de candidat. À Cleveland, l'équipe s'appuie sur les données. Ils consacrent donc énormément de temps à recueillir des informations sur leurs candidats au poste de head coach. Cela implique de passer un test de personnalité, de rédiger une dissertation et de réaliser des exercices pratiques avant les 2 entretiens. Ce processus vise à sélectionner les profils de candidats les plus prometteurs, des personnes très intelligentes, souvent grandes et minces, véridique, issues d'universités prestigieuses, même si ce n'est pas un critère obligatoire, elle se dit. C'est généralement le type de candidat qui s'intègre bien dans un environnement axé sur les données. Eisen est abasourdi quand il entend ça. Il dit, attends, ils écrivent vraiment une dissertation, genre ils veulent que l'on écrive, voilà pourquoi je veux être l'entraîneur. Après tout, comme au boulot, hein, on doit écrire... c'est une start-up d'enculé. Bon, voilà, mais... Sauf qu'on est un peu au-delà parce que donc Pellicero lui répond, ouais, des questionnaires, une dissertation en plusieurs parties, il y a un test de personnalité, a expliqué Pellicero. Et des devoirs supplémentaires à faire à la maison si vous réussissez la première étape pour accéder à la deuxième. Mais quel enfer. Alors, il a été sous-entendu que l'ancien entraîneur donc, des Dolphins, McDaniel, donc, qui vient d'être choisi pour être coach offensif donc, des Chargers pour accompagner Jim Harbaugh, donc lui, il a dit non. Moi, après, je suis pas grand MS. Ouais, en plus, mais alors, et on pourrait dire, ouais, mais attends, peut-être qu'il est produit illicite, fait que justement il est un peu teubé et que comme ils veulent des personnes intelligentes, il faut savoir quand même que McDaniel est diplômé, un bon diplôme de Yale en plus, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc lui, il a dit, non, même pas la peine. Son université, elle est non genrée. Ensuite, Jesse Minter s'est également retiré de l'affaire. Bon, lui, c'est un peu différent. Il était déjà bien en course pour le coach, d'avoir le poste de coach donc, au Ravens. Mais en gros, non. Donc, la question fondamentale est de savoir si ce processus permettra de trouver donc, le bon entraîneur dont le rôle consistera moins à analyser des statistiques qu'à établir des véritables liens avec des athlètes professionnels. Hein, genre les former, les motiver, faire un boulot de coach, voilà. Donc, pour atteindre enfin de nouveau les performances. Bref, c'est du grand n'importe quoi. On continue avec l'état d'esprit des Browns. Et tu parlais de Moneyball. Voilà, c'est bien pour les joueurs parce qu'on cherche des statistiques, mais on parle quand même de coaching. Alors, j'ai envie de dire par contre qu'il y a vraiment il y a vraiment un espoir pour Alex qui écoute cette émission, j'en suis sûr. Oui. Grand, mince, analytique. Capable de passer 50 entretiens à la con, vas-y mec, tu peux devenir coach des Browns directement. Je dirais même un duo avec PA peut-être. PA qui arrive avec ses tableurs Excel. Ouais, Alex, il propose en fait avoir le poste à 2. Et je pense que là il y a moyen, s'il faut une fusion, il y a moyen d'avoir un truc. Ouais. Mais d'empêche, on reste dans un thème évidemment très intéressant parce que c'est la mise sous tutelle, mais on revient encore une fois aux entreprises qui sont perdues et qui veulent faire des gestions qu'ils pensent novatrices et complètement révolutionnaires et qui en fait se fourvoient. Et à la rigueur que tu mettes des process en place pour du recrutement, ça paraît complètement logique. Mais fais attention encore une fois à ta communication. En fait, on est vraiment dans la même chose que ce que je viens de dire par rapport aux Bills. Hein. C'est vraiment le même style. Les mecs, ils se rendent bien compte que personne n'a envie de venir. Et donc, du coup, il faut qu'on en sorte grandi. Donc, pour en sortir grandi, on dit qu'on a un process en place, les mecs, on sait ce qu'on fait quand même. Hein, la preuve, on fait ça, ça, ça et ça. Et on demande quand même à ce que les mecs, ils soient grands et minces. Donc, on marche sur la tête, mais ça montre quand même bien que cette franchise, elle est un peu perdue, la pauvre. Et en plus, comme tu dis, c'est vraiment génial que ça vienne d'eux.
Parce que ça viendrait d'une franchise hyper performante, qui est toujours là, même s'ils C'est n'ont pas ça. les premiers choix et qui disent voilà, nous on a un process qui est très clair, ça peut paraître un peu bizarre, mais on demande si et ça. Tu vois, après la forme est aussi importante, tu vois, quand tu. Mais là, venant d'une équipe qui est éclataxe, je pense, depuis le début de son histoire, à quelque chose près, qui fait n'importe quoi, mais alors vraiment, c'est une des pires. Hein. Franchement, c'est une des pires. Hein. De tout Dans sport la confondu, gestion. Tout sport confondu, même, je pense. Et il t'arrive à te chier des process qui sont ridicules. En plus, Ouais. là, c'est relaté, donc c'est encore pire. Ils sont même pas là pour se défendre. Enfin, franchement, là. Alors, j'étais pas au courant de ça, Lala. Mais. Moi non plus. Belle trouvaille. Ouais, Tu sais, alors ça, je pensais que. c'est le cancre de la classe qui te dit les gars, ça y est, je savais que j'ai enregistré les leçons et je me les mets la nuit quand je dors. Tu sais, et qui Le sachant. Tu sais comment ça s'appelle? L'âne batté. Ça s'appelle un âne batté, ça. C'est un abruti qui a l'impression qu'il est hyper intelligent. C'est la définition de l'âne batté. Ouais. Voilà, les Brands, c'est des ânes battés. Ouais. Mais non, mais je suis sidéré parce que tu vois, tu m'aurais dit c'est les Patriots, je serais pas choqué. Genre, je vois bien les Patriots avoir un process à la con de ce genre-là, mais ils le diraient pas. Ils le diraient pas. Ils resteraient dans leur tradition. Tu vois, au basket, il y a les Spurs, ils ont leur tradition, ils ont leur manière de faire et tout. T'adhères aux Spurs. Tu rentres ou tu rentres pas, d'accord? Tu fites avec le mais eux, ils vont jamais commencer à lister les trucs à la con qui, je pense, ils le font. Donc ça montre que non seulement ils ont des idées à la con, mais en plus ils les exposent. Ah non, c'est dramatique. Après, ça se trouve, tu vois, leurs trucs porteront leurs fruits à un moment ou à un autre et ça va bien se passer. Hein, mais bon, j'ai un petit peu de mal à le croire. Là, je crois que là, ils sont encore partis sur un terrain glissant. Mais bon, on leur souhaite bonne chance. En tout cas, merci Lala pour cette mise en lumière là sur les Brands. Je ne savais pas personnellement qu'ils faisaient ça. Doug, de ton côté, tu veux parler des 49ers? Oui, et là, vous allez voir que le travail n'est pas le même, en effet. Pourquoi les 49ers? Moi, je pars du principe que quand tu te retrouves en playoff et que tu te manges devant tout le monde un 41-6, c'est que, alors que tu as prolongé, soi-disant, ton quarterback, tu as mangé une grande partie de ton cap space pour les saisons suivantes, tu es en playoff, donc on va dire tu vas pas trop compter sur la draft, et tu te manges un 41-6. Quel est l'objectif des saisons suivantes qui arrivent? Voilà. Comment tu rebondis après ça? Où sont les motifs de satisfaction que tu peux avoir, si ce n'est de te dire on va changer de kiné pour essayer d'avoir un peu moins de blessés la saison prochaine? Mais quand tu as autant de blessés aussi, au bout d'un moment, c'est que dans le processus d'entraînement, dans le processus de préparation physique, dans le processus mental aussi des mecs, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas avoir autant de blessés juste parce que tu n'as pas de chance. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Toi, tu aurais voulu un changement justement au niveau du front office? Ah, je sais pas si j'aurais voulu un changement, mais force est de constater que quand tu prends plus de 40 points et que tu n'arrives pas à mettre un seul touchdown sur le match, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc, je les mets sous tutelle. Maintenant, après, moi, je signifie la tutelle, mais je suis pas le tuteur légal derrière. Tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais. Compliqué hein, pour voir effectivement les 49ers franchir ce cap et revenir vraiment au... Parce qu'on va parler des blessés. J'imagine qu'il y en a bien un de vous deux qui va dire oui, mais regarde, il manquait du monde en défense notamment, etc. Ouais, mais je te dis, c'est qu'il y a un problème dans le processus de préparation. Forcément, tu peux pas avoir autant de blessés juste avec de la malchance, ça c'est pas vrai. Ils sont tous les mecs, ils subissent tous et ils sont tous contraints au même choc, à la même charge d'entraînement, etc. Ou alors si eux ils en ont mis plus, ça on n'en sait rien, mais, ou moins, c'est pour ça que ça expliquerait les blessures, mais je sais pas. Les garçons? Vas-y Alex. Moi, déjà, j'ai un problème avec Lynch, déjà. Moi, je ne comprends pas trop ce qu'il compte faire avec Shanahan et comment s'orienter. Donc déjà, je n'arrive pas, je le sens pas, ce mec Lynch, je le sens pas. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont eu des bonnes idées au départ avec notamment un bon coach, Shanahan, mais que maintenant, ça...
et que Shanahan, justement, il fait ce qu'il peut, il fait des miracles, mais ça tire. J'ai l'impression que du coup, il tire, et que comme chaque fois qu'on tire, ça pète. Et je pense que les joueurs, ils pètent avec. Ça, c'est une certitude. Voilà, moi, je les appelle les Arsenal Gunners de la NFL. Ah, C'est qu'ils ont j'allais en parler. Ah, voilà, c'est-à-dire que c'est un grand coach, Arsène Wenger, qui est à la fois aussi GM et des super joueurs, mais ils n'arrivent jamais à avoir tous les joueurs en même temps. Et heureusement, en plus, qu'ils avaient récupéré Saleh, qui pour moi est un coach hors pair. Hein. Coucou les Jets, hein, si vous nous Il a regardez. fait du très bon travail. Voilà, incroyable. Donc, du coup, bon, voilà. Et pourtant, je ne suis pas un méga fan des Niners, mais loin de là. Mais bon, pour des raisons historiques. Mais voilà, c'est dommage. Moi, ça me fait un peu la même sensation que. Attends, juste, France, 2 secondes avant de te donner la parole. Ça me fait un peu la même sensation que les Bills, moi, les 49ers. Alors, pas côté blessure, mais j'ai l'impression que ça tape, en fait. Ça tape. C'est les Bills sans talent. Ça n'arrive pas à aller au-delà, tu vois. Et j'ai l'impression que les solutions n'arrivent pas à être trouvées pour franchir le cap fatidique, en fait, pour réussir à passer. Je sais pas. Non, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec ça. Non, parce que contrairement aux Bills, eux, ils sont très bien coachés. Et tu as l'impression que si en plus tu enlèves ça, la seule solution qu'on pourrait voir presque, c'est de se dire il faut changer quelque chose. Mais en vrai, si tu enlèves Shanahan, je pense que ça serait pire. Donc je vois même pas la solution. Franz, qu'est-ce que tu voulais dire du coup par rapport à ce que disait ton frère? En fait, je trouve que vous avez tous raison, mais désolé Doug, je suis pas d'accord avec la mise sous tutelle. En fait, je comprends. Il y a deux choses qui ont été mélangées. Il faut changer parce que suite à cette saison, il y a eu beaucoup de blessés. On se rend compte qu'en fait, il y a un problème de gestion. Et puis, quand tu prends plus de 40 points alors que tu n'as pas mis un touchdown, alors il faut changer. Non, la mise sous tutelle, elle est soit sur le fait que les blessés viennent et pas de nulle part et qu'il y a un problème de fond, comme disait Alexandre avec Arsenal à l'époque des années 2000, où Arsenal était clairement la plus belle équipe d'Europe et pourtant ils avaient plein de blessés, ou alors que le match face aux Seahawks était en fait le symbole d'une équipe qui ne fonctionne pas. Mais moi, je trouve que le match contre les Seahawks est en réalité le match de trop, tout simplement, et qu'ils ont réussi à tenir sur leur fil, sur leur câble, comme vous voulez, pendant longtemps, et qu'à un moment donné, ils ont perdu l'équilibre, et que c'était légitime qu'ils perdent l'équilibre. Moi, je trouve quand même que ce qui s'est passé cette saison, d'un point de vue blessure, est cataclysmique pour les 49ers, et que ça a eu un impact plus tard que ce qu'on avait imaginé, puisqu'on avait tous pensé qu'ils allaient s'effondrer à un moment donné. Et le symbole de tout ça, c'est le début de match avec George Kittle. Je veux dire, c'est quand même... Et là, ce n'est pas un problème de préparation. Je veux dire, des ligaments croisés, des tendons d'Achille, des machins. On en a vu une chier cette année. Bon, là, tu as ton leader, qui est celui qui tient la franchise avec Christian McCaffrey, qui se pète en début de match. Bon, voilà, symbole. Et moi, je pense que l'équipe, elle s'écroule à partir de là. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que des ligaments croisés ou des tendons d'Achille, c'est pas lié c'est pas de la malchance. Hein. Chance ou malchance, on n'en sait rien. Il y a un peu des deux. Il y a de la préparation, il y a de la malchance. On a eu des grands joueurs qui étaient des grands travailleurs et des mecs qui faisaient vraiment attention à eux se péter. On en a vu qui en avaient rien à foutre et qui étaient en soirée tous les soirs ne pas se péter. Donc les deux existent. Bon, mais c'est symbolique. Mais comment tu peux dire c'est le match de trop alors qu'il leur en manque 3 pour arriver à leur objectif? Parce qu'on pensait qu'ils n'allaient même pas aller en playoff, parce qu'avec tous les blessés qu'ils avaient, au début de saison, c'est gagné des matchs. Sur la ligne de départ, week 1, je pense que l'objectif des Niners, c'est d'aller chercher une bague. Hein. Ah, mais on est parfaitement d'accord. Ah oui, voilà, donc tu te prépares pour ça. Mais pas pour moi. Mais pas pour moi, par exemple, tu vois. On l'a dit assez de fois que le schedule, le calendrier de ce que vous voulez, était assez soft pour la NFC West et encore plus pour les Niners, puisqu'ils avaient, je crois, le calendrier le plus simple, je crois, théoriquement, par rapport au ranking du calendrier. Bon, moi, je trollais à chaque fois mon compère du halftime show, Lucho, pour ne pas citer, en disant c'est bon, arrêtez de faire les kékés vos victoires, vous avez un calendrier en mousse. Bon,
Bah, heureusement qu'ils l'ont eu en mousse, le calendrier, parce que avec tout ce qui leur arrivait, mais c'était évident que du coup, déjà aller en play-off avec ça, c'était incroyable. Mais les Super Bowl, même pas la peine d'y penser, quoi. Et puis que week 1, ton objectif, ce soit la bague, et que par contre, week 7, ça ne le soit plus, c'est carrément possible, Doug. Hein. Et Ah oui, quand on est arrivé avec tous les blessés, on se disait, mais ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et ils donc, sont alors, c'est arrivés quoi quand même. l'intérêt d'aller. Alors, si tu te dis Week 7, c'est plus ton objectif d'aller chercher une bague, ben, qu'est-ce que tu vas aller. Il vaut, dans ce cas-là, tank? Mais non, Ça n'existe pas, mais le non, tanking. mais non, mais t'es fou. Dans ce cas-là, je vais te donner une définition, enfin une réponse par rapport à ta question. Ça s'appelle la gestion à la Packers. Le but, c'est pas d'aller chercher des bagues forcément. Le but, c'est d'avoir des caisses saines, des tiroirs pleins, une bonne compta. Les playoffs, les droits télé, c'est du fric. Le fric, c'est important, ça paye nos contrats. Donc voilà, on se maintient. On se maintient dans l'excellence. Le playoff, c'est un maintien dans l'excellence. Moi, je suis pas un hater en me disant tout le temps, fais chier, on ne gagne pas des titres. Mais non, on va en playoff. C'est génial d'aller en playoff quand même. Ah, mais t'as pas tout le monde qui va, Moi, ça, c'est sûr. l'objectif, c'est quand même de passer une étape au-dessus, s'il vous plaît. Ayons un peu d'ambition. Bon. Mais à la base, d'aller dans les playoffs, excuse-moi, je préfère une compta des Packers que la compta des Browns ou des Jets, quoi, à l'heure actuelle. Hein. Ils doivent bien se prendre une balle. Hein. Je crois que la compta des Brands, je crois qu'elle est très bien gérée parce que justement, ils font des espèces d'analyses et des statistiques. Donc, des mecs fins. Il faut qu'on avance, les gars. Il faut qu'on avance, on passe au vote. Doug. Je vais voter pour Lala. France. Lala. Lala. France. Très bien. Victoire des Browns. C'est mérité. Ça en sera une. Pour une fois. Ça en sera une. Avant de passer au trophée suivant, messieurs, le petit jeu. Le nouveau, vous connaissez le jeu du nouveau. Je dis un nom d'un joueur qui n'existe pas et Doug, c'est toi qui vas commencer. Tu nous dis où est-ce qu'il joue, à quel poste et éventuellement dans quelle fac il était. Où est-ce qu'il joue, Eddie Mitchells? Ah, Eddie Mitchells du Tennessee. Il est coureur de tracé, de route dans le Tennessee. Il est running back, remplaçant bien sûr. Et Eddie Mitchells, à la base, il était du côté d'Hollywood à Los Angeles, où il a fait sa dernière séance avant de partir dans le Tennessee. Est-ce que tu lui vois une belle carrière à Mitchells? Il est un peu lent. Je le trouve lent, pas. moi. Il a les yeux Mantalo. Ah, évidemment. Il va avoir une carrière de mannequinat avec sa peau métisse et ses yeux Mantalo. Merci Doug de nous avoir éclairci sur le sujet. Passons au trophée suivant, la panne de système. Tiens, je comprends pas mon Fredo. Je fais le plein dans des blues et j'ai toujours le voyant d'allumé. Je pense savoir ce que c'est, mon Nico. Regarde ce qui se passe ici. Cristallisation. La panne de système, je rappelle, gros bug de coach dans un appel, un choix, une tactique ratée. On va faire un poil plus vite, s'il vous plaît, messieurs. Là, on commence par toi. Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu veux que je te le rappelle? Mon micro, c'est quand même beaucoup mieux. Non, c'est bon. C'était juste mon micro dont j'avais besoin. Alors, non, mais moi, ça va être très, très court parce qu'en fait, on l'a vu en long, en large, en travers. Et je l'ai encore en travers. Voilà, je parlais d'être fan des Packers. Je vais parler des Packers. Pour moi, de toute l'année, le biggest choke of the year, c'est le nôtre. Face aux Bears en premier tour des playoffs. Première mi-temps maîtrisée avec un. Attends, je prenne 21-3 à la pause. Un seul field goal avant la pause. Rien de grave, rien de cata. Troisième mi-temps, on fait pas grand-chose. Quatrième, c'est la cata. C'est la fin de tout. On se prend un chariot à 25-6 dans le dernier quart-temps. Les devs sur les rotules. C'est hallucinant. Et donc voilà, démonstration caca-culotte encore du coaching staff de son ensemble. Je parle aussi bien attaque que défense. Mais bon, Matt Lafleur est coach principal, donc je parle des principes que le coach défensif, son patron, c'est le head coach, hein, comme son nom l'indique. Donc, il a la part de responsabilité. Donc, et pas une seule course.
quasiment, hein, à la fin. Deuxième mi-temps, en fait, c'est surtout ça. Aucune gestion de l'horloge, rien. On a 3 coureurs, dont le remplaçant de coach Jacobs quand il était blessé, qui fonctionnait très bien. Je sais pas. Bref, encore un coaching magnifique, une gestion de l'horloge magnifique, une défense qui n'en pouvait plus à la fin. C'est triste à dire. On compatit, sache-le. Tout aussi enrhumé que je suis, je compatis. Même quand tu es un rival de division. Tu vois, c'est pour te dire à quel point j'ai le cœur pur. Franz. Eh bien, pareil, au risque de faire de mon Homer, je vais vous parler d'une erreur stratégique que j'ai vraiment analysée. Au moins, ça sert à quelque chose. C'est le dernier drive offensif des Rams face aux Panthers en wildcard, ou plutôt le dernier drive défensif des Chatons, le problème. Oui, Jesse Horn est tout juste sorti pour protocole commotion à ce moment-là, mais alors je ne comprends pas du tout cette cover soft que les Panthers et Ejiro Evero, le défensif coordinateur, ont mis en place. 31-27 pour Carolina. Stafford a la balle sur la ligne des 29 yards. 6 passes lancées au milieu du terrain, dont une droppée par Davante Adams, pour se retrouver sur la ligne des 19 yards de Carolina. Et là, Stafford envoie sa seule balle vers l'extérieur du drive, qui est vers Parkinson, qui fait un superbe catch pour le touchdown. Pourquoi se limiter à faire une couverture soft avec des défenseurs placés à au moins 10 yards des receveurs éligibles à chaque snap? Incompréhensible pour moi. Stafford n'a eu qu'à se pencher pour ramasser les miettes de ce que la défense lui donnait. C'est comme si les Panthers avaient joué chaque snap comme si c'était une troisième et longue. Donc c'est incompréhensible face à une telle attaque aérienne et avec un groupe de linebackers intérieurs aussi limité que ceux de Carolina. On comprend, là aussi. Et on compatit. Doug. Je vais pas faire mon Homer et je vais profiter du coup de cette tribune pour parler de quelque chose qu'on a omis la dernière fois du coup pendant la preview. On l'a pas évoqué et ça a été rappelé après sur le Discord par je sais plus qui. Mais effectivement, pour moi, c'est complètement incompréhensible sur le dernier drive des Broncos de laisser Bonix sur le terrain, d'essayer d'aller chercher des yards alors qu'il leur suffisait de taper... Ah oui, je remets le match, hein, c'est le match d'avant, hein, du coup, vu que je parle de Bonix. D'essayer d'aller grappiller quelques yards, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes à 19 yards du field goal, tapez-le, vous n'en avez rien à faire que vous soyez en première et 10 pour le taper. Là, vous avez perdu votre quarterback et vous avez perdu toute chance d'aller au Super Bowl à cause de ça. Donc, je ne comprends absolument pas la décision d'essayer de grappiller. Tu es en position de field goal, tant pis, tape-le maintenant. T'embête pas là à essayer de faire des courses. Imagine, il y a un fumble ou un truc. Enfin, vraiment, ça a zéro intérêt. Et en plus, tu blesses ton quarterback. Voilà. Tu sais que c'est pas les seuls à l'avoir fait, ça, pendant les overtime. C'est ce ça que arrive je me suis dit souvent. plusieurs fois. Non, mais attends, mais il y a des fois, ils tentent même des passes dangereuses, quoi. Alors qu'il n'y a plus que le field goal. Non, mais là, alors les gars, moi, je suis désolé. Je pense que je suis moins tactique que vous, même, c'est sûr. Expliquez-moi pourquoi ils jouent ces jeux. Expliquez-moi pourquoi ils tapent pas tout de suite. Mais quel est l'intérêt de prendre un risque, en fait, à ce moment-là? L'équipe d'avant n'a pas marqué. C'est à toi. Tu sais que tu passes ton field goal, c'est fini. Pourquoi ils vont faire des jeux? Pourquoi ils passent? Ou pourquoi, effectivement, ils tentent des courses au risque de faire un fumble ou de se blesser? Mais sincèrement, les gars, vous savez pourquoi ils le font ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt tactique à ça? Là, oui, tu dis oui? Vas-y, là. Ouais, non, en fait, moi, je vois deux choses. C'est que, on parle justement, on parlait on se moquait des Browns avec les data ou quoi que ce soit. Je pense qu'en plus, les coachs et notamment les coordinateurs sont un peu obsédés aussi par les résultats, ce qu'ils ont testé par rapport aux data et les choix de jeu par rapport aux data, parce que c'est comme ça qu'ils font souvent les appels de jeu aussi, c'est que la répétition des actions font que du coup, on se dit, bon, bah voilà, si on est sur, je sais pas moi, 4e et 12 à 1,35 à la fin du temps, voilà ce qu'on va appliquer, et donc c'est répété dans les schémas de jeu, etc. Et que du coup, il y a à la fois ce qu'ils ont répété, donc il y a une sorte de peut-être de volonté de poursuivre ce qui a été fait pas en exercice, mais en entraînement. En entraînement. Et en même temps, entraînement. Et en même temps, tu vois, chez les coachs, il y a 0-1 dans la gestion de l'horloge, je trouve. C'est que soit on la gère mal et qu'ils l'oublient même, ou alors il y a une surutilisation de l'horloge et qu'il veut absolument faire égrener.
Parce qu'à partir du moment où le Mais ballon est fais une snappé, victory c'est formation. égrené. Fais une victory formation. Exactement, t'en bats j'allais les le dire, couilles. mais à Mais genoux. voilà, Mais à genoux. mais voilà. Je sais pas pourquoi. Là, à ce niveau-là, c'est là où justement j'avais terminé Et que tes graines. pour le coup, pourquoi pas une victoire? Quand tu vois par exemple les Patriots, ils le font très bien. Il reste 1:30 ou 1:40, je crois, lors du dernier match. Mais il y a des fois, je me comprends pas. Je me dis, mais pourquoi on continue à jouer plutôt que. Et puis il y a des matchs où par contre, ils font les victory formation parce qu'ils ont calculé par rapport au temps et 40 secondes. Bah, pourquoi vous faites pas ça tout le temps? Eh ben, je comprends pas. Ça, c'est vrai. Mais voilà, Ouais. je me dis ça, c'est une solution. Ouais, mais alors dans ce cas-là, si tu raisonnes comme ça, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, tu vois, il y a le bénéfice-risque, quoi. C'est comme, tu vois, c'est comme des vaccins, des trucs comme ça. Au bout d'un moment, tu vas quand même à ce qui va au plus avantageux pour toi, quoi. Et Surtout quand que tu tu joues pas réfléchis sous 2 un secondes, dôme. moi je veux bien qu'il y ait des statistiques, mais enfin, quand tu es effectivement à 20 yards de pouvoir, tu vois, tenter ton coup de pied tranquillou, je vois pas ce qui peut justifier, même statistiquement parlant, le fait de prendre un risque de faire des jeux. On n'est pas sur le terrain par rapport aux conditions. On sait pas également ce que dit le kicker. Est-ce que le kicker, il dit pas, honnêtement, là, je me sentirais mieux avec 5 yards de moins. Le sens du vent, la sensation sur le terrain. Pour ceux qui ont joué sur herbe lors de grands froids, le contact est pas le même et c'est très dur et potentiellement ça peut avoir un impact. Et on ne sait pas ce que le kicker dit à son coach de special team et qui du coup relaye l'information au head coach. Donc moi, c'est la seule explication que je vois, c'est qu'en réalité, il y a eu des conditions qui ont fait que potentiellement il fallait avancer encore un petit peu. Bah, tentons quelque chose et on va voir. Ok. Alors déjà, tu vois, j'ai même pas eu l'idée qu'un kicker puisse se permettre de dire, les gars, je le sens pas tout de suite, essayons des trucs, tu vois. Mais je crois qu'il y a complètement fou. 19, je crois qu'il y a 19 yards, il est complètement tapable, il y a vraiment zéro raison. Ouais. Je sais pas. Bon, votons, s'il vous plaît. Doug. Je vais voter pour Franz. Donc, le dernier drive mal défendu de la part des chatons. Franz. Eh ben, moi, je vais voter Lala. Lala. Franz. Franz, c'est pour toi. Tu repars avec un trophée. Ton équipe repart avec un trophée. J'étais persuadé que ça serait Bonix, tu vois. Parce que l'incidence, c'est pas la même. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, Doug. Enfin, tout est grave là dans ce que vous dites, hein, parce que forcément, ça a des répercussions quand même sur un potentiel titre hein, pour les uns et les autres. Hein. Ou au moins, en tout cas, une avancée. Il y en a un qui était plus près. Écoute, le peuple a tranché, Doug. Ouais, mais la démocratie, c'est de la merde. Oui, on le sait. On était devant, mec. Hein. On était devant de plus de 3 points. Hein. L'air de rien. Ah ouais, non, mais vous les avez fait transpirer. Hein. Et alors là, toi, j'en parle même pas. Oui, bon, enfin, c'est sûr que. Mais Doug, effectivement, ça se défendait. Est-ce que la première mi-temps n'était pas de sur-qualité ou la deuxième mi-temps de sous-qualité? On ne sait pas trop côté Packers. Ouais, mais enfin, quand même, de là à se craquer comme ça, bon, non, je comprends que ce soit un petit peu frustrant. On va faire un petit jeu avant de basculer sur le troisième trophée. La rumeur. Dans toute entreprise, il y a des rumeurs. La voici. Les Patriots sont allés autant de fois au Super Bowl qu'il y a de générations de Toyota Corolla. Je vous rappelle que c'est la voiture la plus vendue de l'histoire et la plus fiable du monde d'ailleurs. Donc si vous voulez venir en acheter une, je vous invite à contacter la concession Toyota d'Ussel, en Corrèze, et vous demandez Guillaume. Et je vous en vendrai une. Le G. Et je vous en vendrai une avec grand plaisir. Comme ça, vous pourrez aller jusqu'à 500 000 km. J'ai failli t'acheter une Toyota d'ailleurs. Ah, ça. Oui. Et oui, mais tu l'as pas fait. Et non, j'ai pas acheté. Et tu le regrettes. Et tu le regrettes, évidemment. Donc, je rappelle qu'elle a été vendue à 50 millions d'exemplaires, cette Corolla. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, messieurs? Attends, combien il y a de modèles de Toyota Corolla? Les Patriots sont allés autant de fois au Super Bowl qu'il y a de générations de Toyota Corolla. C'est vrai ou c'est faux? Mais non, ils sont allés plus. Il n'y a pas au moins 8 générations de Toyota Corolla. Ah ben moi, je dirais qu'il y en a plus des Toyota Corolla. Là, toi. Génération de Corolla, c'est par rapport au nom du modèle de la Corolla. Genre la 1, la 2, la 3, la 4. Ok, d'accord. Ah, attends, mais genre des Clio, les gars, il y en a 5. Il n'y a pas 18 Toyota Corolla.
Clio, on en est à la 6 là. La 6 vient de sortir. Si je dis pas de Franchement, Tu sais, des on est sérieux, Corolla tu répétais. spécifiques par pays, ça peut exister aussi, hein, tu vois. Tu pas forcément en France, là. Il a pas dit en France. Hein. Ouais, Toyota, non, c'est il quand va. même. C'est des exemplaires mondiaux, hein, de toute façon, les Corolla. Mais Corolla, c'est avec le citron, là, on est d'accord. Hein, c'est ce qui se boit, non? C'est ça, ouais, exactement. Et Snoop Ok. Dogg, et Snoop Dogg aussi, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Vous avez répondu, j'ai pas retenu qui a dit quoi. En tout cas, c'est vrai. Il y a autant de fois où les Patriots sont allés au Super Bowl, donc en comptant celui à venir, hein, bien sûr 12, que de générations de Corolla. Il y en a 12 générations. Ouais. Ça a commencé dans les années 50, je crois, la Corolla, si je dis pas de bêtises. Et il y a une nouvelle génération qui va arriver là cette année. Donc c'était vrai, messieurs. Trophée suivant, le rappel de marchandises. On laisse passer le jingle et on vous écoute après, les gars. Ainsi, un produit défectueux est finalement un produit qui, par comparaison entre la sécurité attendue et la sécurité effective du produit, n'est pas la même. On va profiter, Lala, si tu le veux bien, d'avoir la présence du deuxième spécialiste en fantasy, Franz. Donc, vous êtes tous les deux membres des Fantasy Ballers pour pouvoir en fait nous expliquer quel est le trophée rappel de marchandises. On rappelle que c'est par rapport au pire joueur sleeper, donc par rapport à la fantasy. On vous écoute, messieurs. Tu veux faire un award, hein, c'est ça, des pires choix? Vous voulez faire ça, les gars, si j'ai bien compris? C'est cela, en fait, après concertation, on s'est dit que qui dit fin de saison dit remise de prix. Il va y avoir les NFL Awards incessamment sous peu. Il faut qu'on fasse la même chose, nous, en fantasy. Et que de mieux que de faire les awards, les choix dégueux awards pour le DD. Voilà, c'est donc du coup, on a fait les choix dégueux awards pour la fantasy, où en fait, on présente, comme en fantasy, un roster type dégueulasse, en fait, par rapport à l'investissement qui s'est fait en début d'année. Donc l'investissement, c'est quoi? C'est à quel moment je choisis le joueur dans ma draft, premier, deuxième, troisième, quatrième tour, et ainsi de suite. Et que par rapport à ce choix-là, qu'est-ce que j'ai à la fin de la saison? Et donc, du coup, on a tranché sur une liste de joueurs qui ne sont certainement pas satisfaisants au regard de la saison, à savoir, donc, tout bien, tout honneur, en fait, Franz, tu me corriges hein, si je me plante à un moment donné, mais on commence par le poste de quarterback. Et nous avons choisi Lamar Jackson. Lamar Jackson, donc QB 20 en termes de ranking résultat à la fin de l'année. Saqué 33 fois en 12 matchs. Première fois la saison, depuis sa saison rookie, première fois qu'il est à moins de 5,5 yards par portée. À part la week 1, il n'a fait qu'un seul match à plus de 50 yards en rush. C'est ce pourquoi on le prend. Ce pourquoi on le prend en bataille avec Josh Allen. Aussi haut, même en redraft, on le prend un quarterback comme lui très très haut, eh bien c'est la cata avec lui. Franz, tu veux rajouter un truc par rapport à Lamar? Non, c'est exactement ça. Petite mention spéciale à Jaden Daniels, qui était juste derrière Lamar en ADP, donc en Average Draft Position. Vous le preniez QB3, il ne vous a pas aidé énormément cette année non plus. Ensuite, on va continuer sur les running back. Running back au grand malheur de France. Pour le coup, c'est un peu celui dont j'ai fait le lobbying dans notre sélection. C'est Chuba Hubbard, running back 37. Après 2024, où il était running back numéro 13 en termes de statistiques, on le draftait pour être au moins top 15 avec l'arrivée de Rico Dowdle. Patatras, 2 premières semaines, ok, mais après, plus rien, jusqu'à semaine 13, où il fait enfin un match à plus de 10 points. Voilà, aucune course explosive en 129 tentatives. Ce qui fait de lui le seul running back avec plus de 100 courses à ne pas avoir réussi une seule en tant qu'explosive. À ce niveau-là, bon, et c'est comme ça. Franz, un commentaire sur ton Chuba? Il a souffert évidemment une petite blessure, pas longue, mais une petite blessure qui, en fait, quand il est revenu, a fait qu'il était moins bon et que Rico Dowdle en a profité. Donc évidemment, ça a eu un impact fantasy immédiat. Donc c'est normal qu'il soit cité parmi les running backs décevants. Deuxième running back dans le roster, Isaiah Pacheco. Donc là, Chuba Hubbard et Pacheco, pourquoi on les met? Parce que c'est des rounds 5 et 6, c'est important si on n'a pas pris des grosses stars au premier tour. Et Pacheco, c'est très simple. Hein,
Alors, généralement, on évite d'incorporer dans les discussions les blessures, mais bon, lui, il fallait quand même qu'on en parle, compte tenu de ses performances catastrophiques lors des 13 matchs qu'il a disputés. Classé 52e meilleur running back, drafté en 25e position, moyenne de 6,7 points par match, un total de 35,5 yards à la course par match. Son plus bas niveau depuis qu'il est rookie. Il est à l'approche du marché des agents libres. On se demande quel type de contrat pourra lui redonner un rebond dans sa carrière. C'est drôle de parler de Pacheco parce qu'en fait, Pacheco semblait être le deal parfait. On le prenait tard à la draft et il était seul dans le bar, le mec. Et bah non, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe pour tous les managers fantasy. Alors évidemment, on aurait pu en citer d'autres. On a parlé de Lamar Jackson, Derrick Henry a bien déçu. Et puis surtout, le joueur numéro 1 à être pris, Saquon Barkley. Et en fait, on pourrait dire, oh, ça va, il a fait des points quand même. Bah ouais, mais bon, Saquon, c'est pas le niveau qui était espéré d'un numéro 1 de draft. Merci le coordinateur offensif des Eagles. Après, pour les receveurs, on va faire très vite parce que les choix étaient beaucoup plus évidents. Et puis en plus, il y en a un des deux, j'en ai parlé longuement dans un EDD antérieur. Je vais commencer par celui qu'on a choisi, dont je n'avais pas encore parlé, c'est Brian Thomas Jr., receveur 44 sur la saison. Là encore, on va me parler de blessures, oui, mais pour le même nombre de matchs, sachez qu'il a marqué moins de points que Jordan Addison, qui a été suspendu de lui 6 matchs. Voilà, tout est dit. Merci. Franz, un commentaire sur Brian Thomas? C'est QFD. L'autre receveur, ça a duré très très vite, c'est Justin Jefferson, receveur numéro 25, alors qu'on a pris généralement le top 3 des drafts, toutes drafts confondues, toutes formats confondus. Il faut juste une comparaison de statistiques. 2023, année où il se blesse, il ne fait que 10 matchs, 68 réceptions, 1074 yards, 5 TD. Cette année, il fait toute la saison avec plein de QB, mais toute la saison. Il fait moins bien que 2023 où il est blessé en 10 matchs. 947 yards, 76 réceptions, 2 touchdowns en 10 matchs. Donc, merci, au revoir. Choix évident. Voilà. Tyden, c'est assez simple aussi. On nous avait promis un joker, mais en fait, on ne pensait pas que ça allait nous faire rire comme le joker, mais pas le bon. C'est Evan Engram, Tyden, numéro 28, enfin ranké numéro 28 en performance. Un seul match manqué, mais aussi un seul TD seulement sur la saison. Même pas top 10, enfin rien de bon. Et pourtant, c'était une arme. Voilà. Un seul match manqué, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur le terrain, mais pour le reste, c'était que des matchs manqués. Voilà. Et on termine le poste de flex qui vous déflexe bien la gueule. C'est Ladd McConkey, potentiel top 10 receveur en statistique sur la saison. Même pas top 25 au final. Je sais pas. J'ai envie de me tirer une balle. C'est plus de la thérapie de groupe quand je vous en parle. La déprime. Comparaison avec DJ Moore. Oui, mais DJ Moore, lui, au moins, il a fonctionné. Avec Ben Johnson, là, il n'y a rien qui a fonctionné. Et en plus, pas beaucoup de changements qui expliquent cette chute. Donc, c'est vraiment une grosse claque pour les managers fantasy. Je terminerai en disant que cette équipe-là, quand vous la reprenez en entier, c'est une équipe qui doit exister dans un roster, car elle est complètement logique en termes de draft et en termes de sélection pour la fantasy. Donc, c'est dramatique. Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces trophées distribués. Chaque joueur repartira donc avec son petit trophée. Avant de basculer sur la dernière partie des trophées, l'équipe la plus claquée, on va faire un petit jeu. Le nouveau, il est pour toi, Lala. Où est-ce qu'il joue Dryja Nuari? Dryja Nuari. Alors, c'est pas compliqué, c'est en fait un Indien immigré, un ancien joueur de cricket, notamment pour l'équipe d'Inde. Il se trouve qu'il n'arrivait pas à sélectionner pour la Coupe du Monde de cricket. Et du coup, de manière très triste, ses parents lui ont dit « Mais tu veux faire quoi ?» Et il se trouve qu'à Stanford, là où il est étudiant en informatique, donc pour avoir un doctorat en informatique, comme bon indien, et pas du tout en call center. Son but, c'est vraiment de la voilà. Tu rames de et ouf. donc, et donc du coup, il s'est dit voilà, je vais devenir kicker, et il est devenu kicker. Il s'est dit à taper dans le ballon plutôt qu'avec une batte, je vais taper avec le pied. Dis-nous qu'il est dans le Minnesota, s'il te plaît.
J'allais dire l'Indiana. J'allais dire l'Indiana, histoire de se taper du froid. Parce que à la rigueur, Minnesota, c'est fermé, c'est le dôme. Moi, les dômes, j'aime pas les dômes. Voilà, donc je veux un truc ouvert pour un kicker, tu vois, pour rebondir avec ta discussion avec Bonix. Donc ouais, c'est un gars d'origine indienne, doctorat en informatique de Stanford et il est kicker à Indiana. On l'embrasse, Raija. Merci beaucoup pour ce portrait extrêmement détaillé. Donc, pardon. Merci beaucoup. Passons au dernier trophée de la soirée, de l'émission même. L'équipe la plus claquée. C'est nul! Arrêtez de roupiller! Remuez-vous! Là, les gars, on va faire très court. Franchement, on l'avait envisagé. On l'avait même, on peut le dire, un peu appelé de nos voeux à la dernière émission. Ça s'est produit sous nos yeux ébahis. Les Las Vegas Raiders, écoutez bien, ont battu les Kansas City Chiefs 14-12 lors de la dernière journée de la saison régulière, faisant de l'équipe la plus claquée de la NFL, les gars. On la tient, notre équipe la plus claquée. On rappelle quand même rapidement le principe. On est parti de l'équipe la plus nulle de l'année dernière, donc les Titans du Tennessee, qui l'ont transmis à chaque fois. Enfin, dès qu'ils ont gagné, ils l'ont transmis à l'équipe suivante, qui, à chaque fois, après qu'elle regagnait, la transmettait pour... voilà, c'était un relais pour arriver jusqu'aux Chiefs. Ça me régale de dire ça. Les Chiefs, c'est donc officiellement l'équipe la plus nulle de la NFL, les gars. Donc, ils repartent avec ce trophée sous le bras. Ils vont le garder toute l'intersaison. Et surtout, c'est vraiment eux qui seront les tout premiers à graver leur nom dans le marbre avec le titre officiel de fin de saison. L'équipe la plus claquée officielle, c'est eux. Parce que jusque-là, on se passait le relais. Mais là, c'est clair et net. Est-ce qu'on peut leur faire un petit truc, une petite carte ou quoi qu'on envoie au siège à Roed? Écoute, l'autre fois, il y avait le grand patron. Il y avait le capot des capis qui était là, qui disait qu'il fallait qu'on médiatise le truc. Je sais pas où ça en est. Et effectivement, on peut mettre après d'autres fans de... Ils pourraient le remettre d'ailleurs directement aux Chiefs, France. Ah ouais, à Joe. Ouais. Alors, profitons-en pour en parler. Oui. Si tu veux. Oui, alors on rappelle effectivement pour ceux qui sont sur YouTube qu'on a mis le petit QR code. Hop là. Là, c'est comme le blind. Ah mais non, ça marche pas. Je peux pas aller plus loin. Et donc, tu es tout à fait dessus, donc c'est parfait. Le petit QR code pour participer au Super Bowl Party. Très bien, Doug. Et nous rejoindre donc tous ensemble. Enfin, Doug sera pas là malheureusement parce qu'en fait, il s'échappe. Il a peur, mais ouais. Pour les autres, en tout cas, vous nous retrouverez tous là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, nous taper sur l'épaule. Voilà, vous pouvez venir discuter avec nous. Il n'y a aucun souci. On fera la fête tous ensemble. On passera une bonne soirée. On verra une belle victoire des Seahawks en plus. Donc, ça va être cool. Tout le monde va être content. Sauf PA, bien sûr. Le pauvre, j'espère qu'il va pas trop souffrir quand même. On verra bien. Mais en tout cas, c'est un match qui est plutôt excitant. On en parlera bien sûr dans une preview. Mais je pense que tout le monde est content de cette affiche. Donc, c'est cool. N'hésitez pas donc à nous rejoindre. Tu voulais rajouter quelque chose, Doug, ou on est bon? Non. Bon, ben voilà, donc les Chiefs, hein, officiellement l'équipe la plus claquée de la saison. Donc on verra Quel qui symbole. terminera. Ouais, c'est beau. On verra qui terminera avec l'année prochaine, mais on n'aurait pas parié sur eux, je pense. On en a terminé pour les trophées, les gars. Non. Petit point, on n'en a pas terminé du tout. Il faut qu'on fasse un petit point sur le pari de GG, hein, donc, qui a dit qu'il payait des bières à tout le monde s'il est Titans de passer devant toutes les équipes soutenues par les membres du front office. Donc GG. Hein, cette fois-ci, la saison est officiellement terminée. Tu peux préparer ta carte bleue. Par contre, GG, je vais te dire quelque chose. Je vais monter sur Paris juste pour me faire payer une bière. Alors, si c'est pas là, ça sera plus tard, mais je la boirai. On le comprend. Un dernier petit jeu avant de basculer sur la deuxième partie des rubriques. La rumeur. À votre avis, messieurs, les Seahawks sont allés moins de fois au Super Bowl que le CAB. Donc, je rappelle ce qu'est le CAB, c'est le club athlétique briviste. Donc, c'est un club de rugby à côté de chez moi, en Corrèze. Est-ce que les Seahawks sont allés moins de fois au Super Bowl que le CAB est allé en finale des championnats de France de rugby? Non, CAB, ils en ont fait beaucoup. Donc oui, les Seahawks, ils sont allés moins de fois en finale que si tu prends le top 16, etc. Avant, oui, Brive, ils en ont fait quelques-unes. Après, ça dépend si on parle professionnel ou pas professionnel. J'en ai aucune idée. C'est surtout avant 95, à mon avis. Voilà, c'est pour ça que avant déjà 95.
Non, mais attends, ils ont dû que- avoir des poules. Tu sais, quand il y avait 2 poules et tout, là. À Ouais, l'époque, là. ouais, Ils poule à devaient Ouais, poule, mais ouais. je avoir pense, une chier donc plus pas 15 pro. à ce moment-là. Mais donc pas pro. non, je pense qu'on parle de rugby professionnel, Doug. Ah, Parce que sinon, mon père, il jouait à cette époque-là au CAB. Et oui. ils étaient pas encore pro. Bah, si c'est rugby pro, les Seahawks sont les plus de fois, hein. Oui. Parce qu'à partir de 95, il y a eu le Stade Français et Toulouse déjà, et ils ont gagné une chie entre 95 et 2010. Ils se partagent tout. Ouais. Eh bien, je sais pas si mes informations sont bonnes, mais c'est faux. Ils en ont 4 chacun, en fait. Ils sont à égalité, tout simplement. Donc c'est Est-ce avant. que c'est possible? Donc ça Je sais compte pas. tous les titres de championnat de France. Tout simplement. Ouais. Ok, On a été relou, désolé professeur. c'est pas grave, pas de problème. Je vous propose de passer à la deuxième partie des rubriques, et notamment l'appel à la direction. Je lance un appel. Toujours la même ritournelle. On en voit un qui se frotte les mains à l'antenne, c'est Franz qui se régale d'entrée. L'appel à la direction, c'est vraiment là la rubrique où on peut se lâcher, où on peut un peu philosopher, on peut dire tout ce qu'on a envie de voir comme changement. On peut être beaucoup plus large que d'habitude, on n'est pas obligé de parler de l'actualité, et j'ai envie de vous dire que ça fait du bien. C'est un petit peu France Inter, c'est un peu bobo, Doug, et ça te va bien, je trouve. Allez, cette j'y rubrique. vais. Salut. Tu vois? Mais tu devrais pas, en fait, faire un rejet comme ça, parce que ça te va bien, Doug. Là, Ah, tu vois, t'es en j'ai eu un petit décontraction rejet, ouais. totale. T'as un petit bras, t'es accoudé comme ça sur ta chaise, t'es souriant, t'es heureux. Eh bien, écoute, c'est toi qui vas commencer, du coup. Ah, c'est moi qui vais commencer. Non, vas-y, lance quelqu'un d'autre. Je vais essayer de voir si je trouve autre chose que ce que j'ai mis. Non. pourquoi tu- Il est super ton truc. Moi, je veux qu'on Ah débatte. ouais Parce que je crois qu'il y a un gros débat. Ouais, mais il y en a déjà fait. On l'a un peu fait sur le Discord tout à l'heure. D'ailleurs, on embrasse Jojo. Et je m'excuse très sincèrement si j'ai pu paraître Non, je te charrie. Non, je te charrie. agressif. Parce que... Je sais qu'à chaque fois, tu as très peur de ce que tu peux dire et t'as très peur de ce qui peut être compris dans ce que tu dis. Et donc, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de te lancer là-dessus, mais non, il n'y avait rien de déplacé. Non, j'ai mis, moi, dans le conducteur, j'ai mis non, guilty, pas de toi. Parce que je sais que tu passes ton TOIT, temps. hein. Ouais, pas de toi, TOIT, toi, mon toi. Je sais que c'est ton cheval de bataille. Tu as répété maintes et maintes fois que cette finale de conférence entre les Patriots et les Broncos avait été gâchée par la météo, que si on avait vu un jeu merdique, c'était à cause de la météo, qu'il faut aseptiser tout ça et que tout le monde puisse jouer comme si on était en train de faire une partie de Madden dans son salon. Donc, voilà, je suis pas d'accord. Cancel culture. Ouais, pour moi, ça fait partie du charme. On sait très bien que ça se passe aussi comme ça. Ça fait partie. Alors oui, il y a des fois peut-être que c'est extrême. Et là, ça a été le cas sur la fin du match. Mais je suis désolé, la première mi-temps, c'était pas mieux. Ah bah oui, il y avait rien. Oh bah arrête quand même, Doug. Bah si, quand même. C'était quand même mieux en première mi-temps. Quand même. C'était de la D2. moi, je veux bien entendre. Bon, ça va être un 2 contre 2, de toute façon. Donc, oui, c'est voilà. un 2 contre 2, ouais. Ça sera un 2 contre 2. D'ailleurs, France, tu as viré ta cutie, là où je sais plus comment on dit l'expression. Ouais. Donc, ah oui, parce que j'étais un pro sans toi, ouais. Doug, en fait, un pro sans toi. là où vraiment ça me pose un gros problème, tu vois, ce serait un sport peu médiatisé où il n'y aurait pas des enjeux colossaux. Bon. Là, on parle quand même d'une finale de conférence. On parle de la ligue qui est la plus valorisée du monde. C'est des matchs qui sont extrêmement regardés, même si ça concerne essentiellement un continent, mais c'est très très regardé. On est sur une affaire sérieuse. C'est toi qui fais du foot américain. Nous, on est un petit peu, où on a tous été plus ou moins, je pense, un petit peu dans le sport. Moi, je suis préparateur mental pour des sportifs. Je sais à quel point c'est important et à quel point ça demande des sacrifices, en fait, de jouer à très haut niveau. Tu peux pas, en fait, t'en remettre à la météo ou à un jet de dés. En fait, remets pas à la météo. Si. Alors, en fait, Doug, attends. Il y aurait des toits nulle part. Ce serait comme au football, au soccer. Bon, ce serait accepté. À la limite, ça me gênerait moins. Mais là, je veux dire, tu as des possibilités de faire autrement. Tu sais qu'il y a des régions où il fait jamais beau. Tu sais que c'est en plus un sport qui se joue dans des saisons de merde. Ça commence de septembre, ça se termine en janvier, février. Donc c'est les saisons les pires. Qu'est-ce qu'on nous fait chier
mais en fait, je vois pas le truc, en fait. Franchement, je vois pas le truc. Quand il y a des trucs quand il y a des enjeux qui sont aussi importants, je comprends pas pourquoi on peut être. C'est vraiment, mais pour moi, mais complètement débile, quoi. C'est comme si tu disais, mais en fait, on va faire Roland Garros, mais au lieu de taper avec des raquettes, on va continuer de taper avec des couilles avec des pots de couilles tu vois, de bison des années, tu vois, préhistoriques, quoi. Parce qu'à l'époque, au tennis, on jouait comme ça. Donc en fait, on est débile, on va continuer de jouer comme ça, tu vois. Pour moi, mais vraiment, je te jure, Doug, ça n'a pas de sens. Mais tout le monde se fait chier, quoi. La deuxième mi-temps de la finale, elle n'a aucun sens. Moi, je suis supporter des Broncos, mais je suis écœuré, quoi. Enfin, déjà, je suis écœuré auprès de mon propre stade déjà de pas foutre un toit, mon propre club de pas foutre un toit alors que tu joues à 1630 mètres d'altitude ou je sais pas combien. Donc déjà, il faut arrêter le délire, quoi. Mais franchement, c'est insupportable, quoi. Moi, ça me gave, je vous jure, ça me gave. Franz, tant que t'es dans les... Ouais. T'es avec moi, embraye. Ouais, en fait, j'avais changé d'avis parce que moi, à la base, je disais, mais le foot doit se jouer dans les conditions de la nature et ça fait partie du charme et ainsi de suite. Et la frozen tundra et tout ça, ok. Mais en fait, j'ai changé d'avis parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Pour deux raisons. Alors déjà, tu as parlé du fait qu'il y a des clubs qui sont dans des régions de merde et que c'est une sale saison, on n'est pas forcément d'accord. Mais si encore on se jouait que dans ces conditions-là, d'accord, mais il y en a, ils sont à Los Angeles ou à Houston, ils n'ont jamais un pet de neige de toute la saison. Donc eux, même si on avait des changements climatiques énormes, on jouait en foot dans 500 ans, peut-être qu'il y aurait de la neige, mais c'est tout. Et encore. Donc déjà, ça crée des déséquilibres, premièrement. Deuxièmement, moi j'ai une question à vous poser, les gars qui aiment les toits. Il y a ce match-là au Super Bowl, vous êtes contents? Honnêtement. Exactement. Honnêtement, vous avez ce match-là au Super Bowl, dernier match de la saison. On est là, on est tous ensemble en train de boire des coups. Et tu vois Ramondre Stevenson, ligne des 5 yards, qui n'arrive même pas à démarrer sa course. Et du coup, tu as Drake May qui glisse lui-même au moment où il veut donner la balle. Tout ça parce qu'on ne voit rien, on ne comprend rien. Même les commentateurs, ils ne savent même plus sur quelle ligne on est. À l'époque, on ne regardait pas les matchs à la télé. On était tous dehors dans le stade et c'était que les Américains qui regardaient. Aujourd'hui, c'est international. On regarde à la télé. On est Français, on est fans de ce sport. On ne peut même pas voir les lignes. Les mecs sont perdus. Et les connards de Patriots qui jouent en blanc alors qu'on est sur fond blanc, les autres, ils sont en orange. On voit que eux. Tout ça, c'est pour moi, on perd l'essence même du truc. Mais pourquoi? C'est normal. Parce qu'il y a de l'évolution. Et comme dans toute évolution, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Non, mais en plus, ils n'ont même pas d'appui. Ils n'avaient même pas d'appui. Ils ne pouvaient pas faire leur sport. Ils ne pouvaient pas faire leur sport. Ils ne pouvaient pas courir. Il n'y avait plus rien à faire. Donc là, c'est plus du sport, les gars. C'est du handicap après. Et je laisserai la parole à Alex. Et je laisserai la parole à Alex, bien sûr, évidemment. Et en plus, pour aller dans ton sens, Guilty, le coaching de Vrabel, le mec, il s'est dit, attends, tu sais quoi? On va gagner par notre défense parce que les mecs, ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre, les Broncos, instinctivement. Et donc, du coup, tu sais quoi? On lance plus le ballon. Allez, joue. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On donne le running back. Et ça tape dans un mur. Et ça tape dans un mur. Pendant tout un quart temps, on s'est fait chier parce que tactiquement, les mecs, évidemment, qu'ils n'allaient pas prendre de risques. Donc, et c'est quand sur la troisième, je crois que c'est lui sur la troisième où il demande à May de lancer directement en touche. Tu sais, parce que justement, ils avaient tellement confiance en fait du fait que Denver n'avancerait plus qu'ils se sont dit bon, on va la lancer en touche. Mais c'est génial, les gars. Franchement, super. Finale d'AFC pour voir les trucs comme ça. Continuez de ne pas vouloir de toi. Vous avez raison. Franchement, on s'est régalé. C'était super. Il y en a qui se sont couchés super tard à cause de ça en plus. Là, il me tarde d'entendre votre défense quand même, parce que dans ce cas-là, on ne met pas en place d'arbitre vidéo. Moi, je pense qu'on ne devrait même pas mettre d'arbitre aussi d'ailleurs. Pourquoi il y en a autant sur le terrain? Quand on a commencé le foot américain, ouais, bon. Quand on a commencé le foot américain, il n'y en avait qu'un, je pense que ça devait suffire. Enfin, pourquoi on fait évoluer les règles et tout ça? On vous écoute, messieurs. Alors, je suis pas stupide. Il y a beaucoup d'arguments. Ce que vous dites, c'est parfaitement vrai. Et du coup, moi, je me dis juste que c'est au choix en fait du propriétaire et de ceux qui vont faire, et quand c'est validé dans ce cas-là par la NFL et puis basta. Si c'est validé, c'est leur problème. S'ils veulent faire un stade à l'air libre, c'est leur problème. Après, la neige, elle est pour des deux côtés. C'est juste que Vrabel, lui, il a plus d'expérience peut-être à ce niveau-là.
que Sean Payton, qui a joué sous un dôme aux Saints globalement toute sa carrière. C'est peut-être ça aussi. Après, Sean Payton, il en a fait des stades, donc il devrait savoir. Mais Vrabel, simplement, lui, il est malin comme un singe. Et puis les Patriots, justement, les conditions climatiques à New England, bon, c'est pas la montagne, mais on n'en est pas loin. Hein. Donc, c'est pour ça que ça ne lui pose pas un problème. Il sait comment ça se passe. Puis encore une fois, en plus, il a été éduqué avec un bon coach pour ça, Bill Belichick. Je crois qu'en termes de renard, il n'y a quasiment pas meilleur. Donc, je comprends parfaitement ce que vous dites. Et que après, dans ces cas-là, on va plus loin. C'est pourquoi, dans ces cas-là, on continue à faire des stades ouverts, dans ce cas-là. Et aussi, un autre sujet, pourquoi 95% des stades en université sont tous ouverts dans les États-Unis. Et les universités, il n'y en a pas 32, comme en NFL. Et ça pose aucun problème. Et toutes les familles, elles viennent. C'est peut-être une question de moyens après aussi, parce que construire un stade. Non, il y a autant de rien à voir. Quitte à mettre 10 milliards de plus, c'est pas le problème. Les propriétaires, ils peuvent les lobbying dans les universités. Universités comme justement, par exemple, celle que je soutiens en SEC, Texas, les fonds sont colossaux. C'est un petit pays en termes de PIB, quoi, les limites avec tous les adhérents et les lobbying. Mais non, c'est juste que il y a des choses, c'est vrai que je ne me l'explique pas et qui peut dénaturer la qualité. Moi, je terminerai par ça, c'est que les matchs que j'ai vus sur la neige sous mauvais temps, j'ai vu des matchs bien plus dégueulasses sous un dôme que ce que j'ai vu par ce mauvais temps. Et moins bien intéressant. D'accord. Je pense. Je terminerai juste par ça, c'est que je n'estime pas que le mauvais temps soit un argument pour mettre en valeur le dôme par rapport à la qualité de jeu. C'est pas vrai. Il y a des matchs qui sont passés juste en 16-13, 16-10 avec de la défense. C'est intéressant, c'est du foot américain. Après, si vous voulez transformer la NBA et que ce soit 54 à 50, c'est pas mon problème. Soit. Mais n'importe quoi. Ouais. Mais en l'occurrence, j'estime qu'à la rigueur, je vois pas en quoi c'est des natures. Mais parce qu'en attendant, il y a des choix qui ont été faits. Mais attends, là, tu peux pas dire que tu vois pas. Nous, on veut pas des avalanches de TD, c'est pas ça. On aime Enfin, moi, j'adore la défense. En plus, tu dis ça à moi. Ouais, moi aussi. Je passe mon temps à parler de défense. Les attaques, j'en ai rien à foutre. Les QB, je m'en branle. Et l'attaque, j'en ai rien à foutre. Alors déjà, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Pas de grossièreté, s'il vous plaît. Simplement, je parle aussi à ceux qui sont derrière leur écran de téléphone, leur écran de télé, leur radio, qui peuvent écouter, qui dans la voiture, je les entends dire « Ouais, mais attends, si c'est pour avoir un 13-10, c'est pas la peine, il peut aller se le carrer là où je pense, le match. » Il est très bon 13-10, on aime les très bon défenses. 0-0 en foot. Écoute, voilà, exactement. Et je vais te dire quelque chose, ce match-là, il va rentrer dans la légende. Et dans 20 ans, on va s'en souvenir. Comme on se souvient de cette victoire des Patriots aussi, dans des mêmes conditions. Écoute, à l'époque, il y avait exactement les mêmes conditions, sauf qu'il y avait Tom Brady en quarterback et il a lancé le ballon tout le match. Voilà. C'est juste que les mecs, à un moment donné, c'est devenu des petites starlettes. Il n'y en a pas un qui est capable de jouer dans le froid. L'équipe de Miami, si tu la mets à moins de 20 degrés, ça y est, il n'y a plus personne qui joue. Ça n'autorise pas les crampons vissés, etc. Fais évoluer dans ce sens alors. Que les mecs ils puissent avoir un matos adapté. Que les mecs puissent jouer. Parce que ton linebacker, il partait pas. Je suis d'accord. Ton linebacker, il démarrait pas. Mais dans ces cas-là, qu'on m'explique comment il faisait avant. Parce qu'il ne glissait pas à ce point-là. Il foutait des règles de crampons, ils s'en foutaient de tout ça. Ouais. Et oui. Parce que et moi, je n'entendais pas Dan Marino se plaindre par rapport au mauvais temps. Le iceball qui est mythique. Le iceball est mythique. Bon, mais alors oui. là, c'était vraiment encore plus extrême entre Green Bay et Dallas. Mais arrêtez bon, avec après... le iceball, c'était une époque où à la télé déjà, il y avait carrément moins de personnes qui le regardaient et qu'il fallait aller au stade pour aller voir les matchs. À un moment donné, le iceball, c'était regardable également. Donc, en fait, c'est quoi? C'est un aspect donc, par rapport au international pour en faire en sorte que la NFL soit plus internationale et plus regardée et rapporte plus d'argent, faisant en sorte qu'il y ait moins d'aficionados, enfin, que ce soit plus, l'accès soit plus facile, en fait. C'est ça que tu veux dire? Non, mais moi je pense que ce qu'on veut avec France, voilà, c'est ça. Ce qu'on veut avec France, c'est qu'en fait, on puisse voir un match qui se déroule dans des conditions où les sportifs aient la capacité de s'exprimer. C'est tout ce qu'on veut, je pense. Après, même qu'il fasse froid, chaud et tout ça, moi, ça me pose pas de problème. À partir du moment où tu peux jouer au ballon, moi, ça me pose. Tu vois, en fait, c'est un sport qui demande quand même de la dextérité. C'est un sport qui demande beaucoup d'appui.
Autant tu peux t'en sortir au football, enfin au soccer, parce que le ballon restera par terre la plupart du temps. S'il y a du vent, t'évites de jouer haut, t'évites de jouer long, etc. Donc du coup, tu vas jouer au sol et tu vas réussir à t'en sortir. Quand il pleut, tant mieux, parce que le ballon fuse et c'est encore plus pratique pour tacler, pour jouer au foot et pour faire des passes rapides et tout ça. Donc c'est pas gênant au football. Mais au foot américain, c'est hyper gênant. C'est hyper gênant. On met des dômes partout parce que même dans ce cas-là, les endroits chauds, on peut se taper des ouragans, la flotte à gogo. Donc à Jacksonville, la flotte à gogo. À Miami, la flotte à gogo. Donc en fait, on met des dômes partout. Non mais les gars, moi je nous souhaite pas ça, hein, parce qu'on va se taper tous du train, machin, enfin pour ceux qui viennent de loin et tout. Là, ils ont fait le choix de faire le Super Bowl à San Francisco. Ouais. Enfin à côté. Toi, pas de toi. Si jamais on se tape un Super Bowl avec des rafales à 160 km/h, une pluie battante et qu'on n'arrive pas à lancer un ballon pendant 3 heures, on va passer une bonne soirée, les gars. Ouais, parce franchement, ça va être génial. On n'a rien à foutre, tu vois. Mais à un moment donné, après, Santa Clara, c'est pas la première fois qu'on fait un Super Bowl à San Francisco. C'est pour ça qu'il est homologué. Tu sais, avec pour le le dérèglement climatique, il peut tout se passer. Enfin, je veux dire. Oui, voilà, comme disait très justement. Quelqu'un a des nouvelles du trou de la couche d'ozone d'ailleurs Oh, arrête, Doug, tu vas pas nous faire ton. Comme disait Doug, la météo, c'est la science du temps qu'il aurait pu faire, qu'il aurait dû faire, exactement. Mais bon, il est homologué, ils choisissent des stades qui sont homologués pour le Super Bowl, justement pour contourner. Et il y a la rotation par rapport à ces stades-là. Bon, maintenant, ça se passe à Santa Clara. Écoute, ça se trouve, si c'est un cimetière indien par rapport aux Niners, de toute façon, tous les joueurs ils seront pétés au bout d'un quart d'heure là-bas. Donc, c'est bon, on fera jouer les coupeurs de citron, quoi. Puis voilà. Bon, on tombera pas d'accord de toute façon, je pense, messieurs. Tout le monde a pu s'exprimer comme il le non, voulait. mais moi, je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que je comprends ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord là-dessus. On veut voir du sport. Je peux comprendre. Non, mais toi Doug, t'es matrixé par le rugby aussi. Et il faut arrêter de comparer les sports. Et ce qu'on a vécu dans le rugby, à jouer dans toutes les conditions, on le pouvait parce qu'on jouait à 2 à l'heure. Et qu'eux, ils peuvent pas jouer à 2 à l'heure. C'est pas le même sport. Les mecs, ils sont. Et puis même, moi, je suis désolé, je suis devant ma télé. Je vois ce match-là, j'ai les boules, j'ai envie d'éteindre ma télé. J'ai pris zéro plaisir à voir ce match-là parce que j'ai même pas vu les défenses exprimées. J'ai même pas vu des plaquages durs ou plus de stratégie à ce niveau-là. Non, j'ai vu des joueurs. Tu parlais d'aseptisés, mais ils étaient aseptisés. Hein. Ah, bah oui, mais c'est des choix des coachs. C'est les choix des coachs qui ont décidé de plus jouer au bout d'un moment. Ça n'a pas empêché Oufanga d'en mettre 2-3 quand même. Hein. Mais personne n'a pris de plaisir devant ce match. C'est impossible de prendre du plaisir devant ce match, puisque ça ne jouait plus. Monsieur, vous n'avez pas le monopole de l'idée de la France sur ce que pensent les gens, monsieur. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, franchement, on sera là. On fera un vote au Super Bowl. Ouais. Venez me taper sur l'épaule en disant, franchement, j'ai adoré la deuxième mi-temps. J'ai adoré. Et venez en discuter avec moi. Et je serais vraiment ravi et je relayerai vos propos, vous inquiétez pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'entre j'ai adoré, etc., où il faut mettre des toits partout. Ben voilà, mais personne n'a dit qu'il fallait mettre des toits partout. On a dit que c'était irregardable. Il l'a dit le monsieur là, à côté avec des lunettes de soleil. On a dit que c'était regardable. Non, on a dit qu'on veut pouvoir voir le match qu'on mérite d'avoir. Il a dit mettez des toits partout, il a dit. Bah, en faisant ça. Au moins, tu règles le problème. Ça limite les risques, c'est ça. Mais non, mais tu sais que non, mais c'est pas possible. À mon avis, de toute façon, les gars de la NFL, Roger et compagnie, ils sont, enfin, je veux dire, ils voient les matchs comme nous. Et je pense qu'ils sont un petit peu plus dégoûtés quand il se passe rien que nous, même à mon avis. Hein. C'est pas possible qu'ils laissent passer ça. Au bout d'un moment, ils vont dire bon les gars, vous êtes gentils avec vos projets là, les Bills, les machins. Pardon. Bah, voilà, les Bills, ils ont bien validé parce que ils font rien sans. Tu peux pas faire un pas de côté sans une validation de la NFL tellement c'est cadré. Donc ça me paraît dingue. Donc qu'on me fasse pas croire quoi. Ça me paraît dingue. Bien. Ils n'auront jamais de Super Bowl. Bon, bah ok. Bon, allez, ils ont fait le choix. On va passer. Ouais. Absolument. C'est vrai en plus. Tout à fait. Il y a Brandon Bean qui fera le toit. Il sait tout faire. Il prendra tous les postes. En tout cas, promis, je vais arrêter avec cette histoire de toit. Retenez bien ça, chers supporters, chers fans qui nous écoutez. À chaque fois que votre équipe perdra parce que vous avez un temps de merde, je pensais que je vous ferais chais. Voilà ce que je vais vous faire. Et que ça continue comme ça. Ensuite, on voulait parler de quoi Lala, tu voulais nous parler de Crosby ? Oui. Oui, alors, Max Crosby. Que je reprenne mes petites notes, hein, pardonnez-moi. Alors,
Donc, les Raiders, Las Vegas Raiders, au grand désarroi de notre confrère, ami et Michel. scout toujours, Alexandre alias Michel. Bon, Max Crosby, c'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs défenseurs de la NFL. Une véritable plaie pour les lignes offensives, les running backs, les quarterbacks. Il est incroyable et il est loyal dans sa franchise. Généralement, je suis quelqu'un qui prône la loyauté au sein des franchises, la longévité des joueurs au sein des franchises. Je suis admirable de ceux qui restent, quoi qu'il se passe, parce que lui, il en a bouffé des vertes et des pas mûres avec les résultats de sa franchise. Toutefois, là, ce que je constate par rapport à la off-season et la season donc de l'année 2025, je crois que les Raiders sont à un tournant, mais déterminant pour la suite. Ils ont raté ce premier mirage en prenant Papy Pete Carroll, en tradant pour Geno Smith, en tradant pour des défenseurs aussi comme Spillane, qui lui va faire, je ne vais pas vérifier après par rapport à sa blessure, mais qui normalement pourrait faire le Super Bowl. Donc, et on en arrive là avec le gadin. Et que je me dis, alors après, c'est peut-être ma déformation de joueur fantasy que je suis, c'est que en dynastie, comme même principe d'une franchise, c'est que quand tu construis, eh bien, tu construis par tes pics de draft et tu construis par ce que tu as en banque en tant que joueur dans ton fonctionnement. Et que quand tu as un asset, une valeur aussi importante que Max Crosby, je pense que là, il faut le trader absolument. Il n'y a pas le choix. Il faut aller chercher de la valeur en pic, de la valeur peut-être même en joueur, dans le package, mais il faut faire une chose, et je pense que là, cette année, il n'y aura pas le choix. Il faut trader Max Crosby pour la suite. Et s'il vous plaît, si vous avez un minimum de sens aux Raiders, faites ça, construisez et avec les bonnes personnes, en espérant. En sachant que Max Crosby, il a 29 ans, il a encore là un peu de temps. C'est quand même un assez gros salaire, puisqu'on est à 30 millions de base. Donc, au total, c'est un cap à 35,883. Il représente 11,79% du cap de l'équipe. Ils sont 30e en termes de cap. Heureusement, par contre, ils ont un gros cap space pour la suite. Justement, ils ont de l'argent pour pouvoir construire pour l'avenir, voilà, et se redresser des mauvaises erreurs. Est-ce que l'actionnaire minoritaire a autant de poids aussi qu'on pourrait bien le croire? Ça, on verra bien, puisqu'il était là pour la finale Indiana-Miami, pour voir Mendoza. Mais en tout cas, s'il vous plaît, faites quelque chose par rapport à Max Crosby. Qui vient de Carolina. On l'accueille. Qui vient de Carolina. Il peut venir pas très loin aussi à Tampa, ça me va. Alors, moi, j'avais pensé à Détroit de l'autre côté de d'argent, Washington. Mec. C'est un franchement, un bon lieu, un bon spot. Non, Détroit. Ouais, j'ai entendu, il n'y a pas d'argent. Chez toi, Détroit, il n'y a pas de cap space. Il n'y a pas de cap space à Détroit. C'est dommage parce qu'il est de là-bas, si je dis pas de bêtises, le père Max. À la base. Je crois que c'est un Détroitien, il me semble. Enfin, en tout cas, il est du Michigan, je crois. En espérant qu'il finisse libre, Max. C'est ça. Mais il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Alors après, ça, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas ce qu'il a volé d'ailleurs. C'est les QB qui volent avec lui. Ils volent les quarterbacks. C'était ton cri du cœur, là, et on le salue. On est tous d'accord. On a tous opiné du chef. On a tous envie que Max s'éclate parce qu'on l'aime tous. En plus, il a quand même un flow intersidéral, on peut le dire. De ouf. L'interview où il se met à fumer le cigare du mec à côté. Elle est incroyable. Il est génial, ce mec, quand même. Ça, c'est un mec, tu vois, je ferais bien une petite soirée avec lui. Au Super Bowl. Il n'a pas le physique en plus de l'edge classique et tout. Il n'est pas musculeux, rien. Il est juste énorme et trop fort, quoi. C'est incroyable. Il est trop fort. Surtout de là où il revient, parce que ancien alcoolique, méga cure de désintox à gogo, et de nombreuses fois, sa femme qui l'a recadré, et depuis, c'est un des meilleurs joueurs de NFL tout court. Ouais. Avec Myles Garrett, voilà. Coucou Darren Waller. On l'embrasse à sa femme, bien sûr. Qui est-ce qui nous reste à passer? Eh bien, c'est toi, Franz. Ouais. D'ailleurs, on parlait d'argent, là. On a la chance d'être fan d'un sport qui a des moyens colossaux, ce qui permet toujours d'avoir une expérience au top, n'est-ce pas? Cependant,
Je vous remercie vraiment pour cette tribune, car oui, j'ai un cri du cœur. Je vous rassure, je ne vais pas mentionner les moyens mis dans l'arbitrage, hein, on est d'accord, mais plutôt sur l'expérience télévisuelle aléatoire et surtout sur le manque d'innovation en live. Ceux qui me connaissent savent que je me plains régulièrement d'un manque de visibilité pendant les actions. Je suis plutôt un gros nerd, hein. En effet, la caméra focus souvent sur le quarterback et donc les lignes, mais pas sur les courses des receveurs, sur les DB, sur les LB, enfin rien de tout ça, rien de ce qui se passe dans le jeu sans ballon. Or, on les a, les caméras, puisqu'on a les coaches film sur DAZN, donc ce qu'on appelait avant les All-22. En Formule 1, à l'époque, Canal avait donné la possibilité à un téléspectateur de choisir s'il voulait la vision globale, commentée, classique de la course ou des vues de cockpit. Et je trouvais ça absolument génial. On pouvait choisir quel pilote on voulait voir vraiment piloter, ce qui est quand même ça, la Formule 1. Donc, donnons le choix aux téléspectateurs de regarder un match soit du côté, de manière classique, ou derrière le quarterback pour avoir une vision de l'ensemble des joueurs. L'expérience en serait encore plus décuplée. Moi, je me rappelle les fois, j'ai eu la chance de voir des matchs NFL. J'adorais être dans le virage car j'avais une vision globale du jeu. Et c'est ça que je veux sur ma télé. On est tous d'accord, hein, je pense. Messieurs, mais c'est vrai que les plans sont putain de serrés. Hein. Franchement, on voit rien, quoi. Avant le replay, tu vois rien. Quand tu regardes les matchs en 40 minutes, ce qu'on fait quand même sûrement tous beaucoup, putain, franchement, tu vois rien, quoi. Ouais, il y a ça et en plus, je trouve que les partenariats médias en plus sont pas bons. Si on prend l'exemple en France de DAZN, ça n'offre pas, je pense, toute l'étendue télévisuelle et technique. Je pense que peut proposer en plus un sport qui l'est. Donc, c'est vrai que quelquefois, c'est assez dommage. Ou alors, il faut, entre guillemets, un peu payer pour avoir ça en plus. Mais c'est dommage. En être là, on va dire autre chose. DAZN, c'est une merde sans nom. Le fait qu'ils aient deux pubs qui tournent en boucle en permanence. Laissez-nous un écran où il n'y a rien. On paye déjà 300 balles par an pour regarder vos matchs. Nous foutez pas deux pubs là qui ressemblent à rien, que c'est toujours les mêmes. Non, c'est catastrophique, DAZN. C'est vraiment, c'est des kebabiers les mecs à la base, quoi. Mais quand le lecteur est plus efficace que l'année dernière, par contre. Hein, un peu plus, ouais. Ils ont mis en cours de saison le multiscreen incroyable. Ils ont inventé un truc, les mecs. Non, mais tu vois, quand on commentait le match avec Doug, plusieurs fois, on s'est dit attends, je sais pas si c'est l'erreur du quarterback ou l'erreur du receveur. Je sais pas si c'est le DB qui a bien défendu, qui a fait faute sur la course, ou alors si c'est le receveur qui a été plus lent. Et tu vois, on peut pas le savoir en live parce qu'en fait, on voit pas. On voit le ballon qui part et on voit le ballon qui arrive. Ils ne font pas de replay de toute façon. Et puis, sur les plans, tu vois pas en fait ce qui se passe sur l'action. C'est beaucoup trop serré. Alors que quand au stade, ça m'arrivait de dire à droite, attends, il est libre. Et puis jeter à gauche. Mais en fait, tu voyais le joueur libre à droite. Et c'est ça qui est excitant. Là, on n'en a aucune idée. Mais après, on rejoint peut-être avec la notion de temps, le météo tout à l'heure, c'est que si on veut que ça soit hyper large comme public, les gens voient un terrain dans sa globalité trop. Ils veulent voir plus proche, ils veulent voir laisse la possibilité. Le joueur plus proche. Mais oui. Oui, alors, mais voilà. Dans ce cas-là, si tu peux l'avoir en replay, laisse-le en live. Après, je vais te donner un autre exemple. Tu parlais de Formule 1. C'est un sujet que l'on connaît bien. Le on-board existe. Oui, il existe toujours, le on-board. Le truc, ça n'empêche pas que, par contre, la réalisation, quelquefois, elle merde totalement. D'accord. Le live. Voilà. Parce que moi, je dis toujours qu'un bon réalisateur en sport, il faut que ce soit un mec qui connaisse ce sport, absolument, qui aime le sport et qui connaisse ce sport, parce qu'il saura anticiper les choses. Et quelquefois, les réalisateurs, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent bien le sport dans le milieu du sport. C'est des réalisateurs qui sont liés à la télé, mais pas forcément au sport. La prod, mais pas forcément au sport. Et tout comme les développeurs ou les chefs de projet qui font des applications qui sont liées à un sport, comme DAZN par exemple, en fait, ils ne savent pas quelle est l'expérience utilisateur parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils savent développer des applications, point. Et ils font ce qu'on leur dit. Et ces gens-là, en fait, ils prennent des décisions sans connaître la passion des gens, en fait. On embrasse Jean-Jacques Salem. J'allais parler de lui aussi, je l'avais en tête. Jean-Jacques, si tu nous écoutes, à un moment, il parlait d'un truc
Je crois que ça regarde. s'est jamais fait dans le football. Qu'est-ce que tu fais, Doug? On dirait un flipper. Regarde, enlève ton. Enlève ta casquette, Alex. On fait les 3 chauves. On dirait un flipper. À un moment, il parlait de mettre des caméras vraiment au niveau des supporters et tu pourrais choisir là où tu étais assis, entre guillemets, dans le stade pour avoir la vue, tu vois, des travées et tout ça, quoi. Et ça, je sais que dans le foot, dans le soccer, quoi, c'était prévu et je crois que ça se fait pas. C'est toujours pas d'actualité, il me semble. Et ce serait une super idée, quoi. Parce que là, tu pourrais même choisir limite où tu veux t'asseoir dans le stade pour pouvoir voir le match, comme si tu étais un supporter. Ce serait trop stylé. Quitte à, tu vois, ce que ce soit une option payante, enfin j'en sais rien, mais bon, ça après il y a toujours moyen de faire de l'argent, je suis pas inquiet. Mais bon. Merci pour ton cri du cœur en tout cas, Franz. On en a fini, messieurs? On va terminer par un petit jeu avant de basculer sur le rapport mensuel et après basculer tout doucement vers la fin de l'émission. Le petit jeu, c'est le nouveau, et il est pour toi, Franz, celui-ci. Où est-ce qu'il joue? Ah, attention, celle-là est un petit peu technique. Déjà, il rigole alors que j'ai rien dit. Où est-ce qu'il joue Peter Mertesacker? Ah bah ça c'est facile parce que c'est un ancien joueur d'Hambourg qui en fait a démarré sa carrière jeune à Hambourg et qui a réussi à suivre le International Programme de la NFL. C'était le meilleur joueur dans le championnat allemand. Et j'ai bugué. Ah non, plus personne bougeait, donc j'étais là. Je crois que On j'avais était bugué. suspendu à tes lèvres. Et en fait, donc ouais, donc meilleur joueur allemand et il s'est fait remarquer grâce à l'International Programme. Il a pu faire un combine et il se trouve qu'il a cartonné. Alors c'est un defensive end, hein, 2m01, 128 kg, une bête physique. Il a joué beaucoup au basket quand il était jeune et il a du coup cette rapidité au niveau des pieds. Donc fabuleux. Et au combine, il a notamment marqué par son intelligence tactique, notamment dans la lecture de tape. Il en bouffait. Et donc, du coup, ça a énormément plu, évidemment, à New England, qui l'a pris pour tester, à rajouter sur cette ligne-là, toute cette culture de l'intelligence dans le jeu leur allait très bien. Et se dire que, tiens, on va avoir le premier Allemand qui potentiellement peut gagner une bague et aller au Hall of Fame, ça a beaucoup excité Robert Kraft. Et donc voilà, ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est dans la ligue et il fait partie du top 5 NFL. Je précise que Mertesacker en allemand, du coup, ça veut dire le maître des sacs aussi. Hein. Voilà, magnifique. Ça va très bien pour un defensive end. Franchement, j'espérais que tu allais partir là-dessus, sur le fait qu'il puisse mettre des sacs, et tu l'as fait, et c'est magnifique. Heureusement qu'il a pas pris merci punter, beaucoup. hein, putain. De quoi? Heureusement qu'il n'a pas pris punter. T'aurais été dans la merde. Merci beaucoup, Franz, pour cette Plaisir. magnifique description. Basculons sur la dernière chronique avant la dernière partie. Il s'agit du rapport mensuel. Vous en connaissez beaucoup, des commerciaux qui adorent rédiger des rapports d'activité? Alors là, pour le rapport mensuel, on va faire beaucoup plus court que d'habitude, parce que d'habitude, on relève toutes les statistiques les plus ratées de tout. On va mettre de côté la saison régulière. Je me suis vraiment attardé sur les playoffs. Alors, les statistiques que je vais donner sont des moyennes. Alors, forcément, c'est complètement pipé, puisqu'il y a des franchises qui ont fait un seul match, d'autres qui en ont fait 2, d'autres qui en ont fait 3. Donc, forcément, les moyennes ne veulent rien dire. On va aller très vite quand même. C'est plus pour rigoler qu'autre chose. La pire attaque, sachez que sur ces playoffs, ce sont les Steelers, évidemment, avec 175 yards en moyenne par match. Ils en ont fait qu'un. Pire attaque en points, c'est les Chargers, avec 3. La pire défense, c'est les Packers, évidemment, mon cher Lala, où vous avez quand même encaissé 445 yards. La pire défense en points par match, les Panthers, parce qu'il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tout le monde dans la famille, évidemment, 34. Et enfin, le pire en nombre de ballons rendus, vous savez très bien qui c'est les Texans, évidemment, avec 8. Oh. Et oui. Voilà, c'était juste une toute petite parenthèse. Et Tampa Bay, ils sont pas dans les statistiques? Non. Tampa Bay, non. Et non, parce que tu sais, il pleuvait ce jour-là contre la Caroline et ils étaient un peu gênés pour lancer le ballon. Non, ils ont gagné. La Caroline, c'est derrière, c'est les autres qui n'ont pas gagné. Ah oui, c'est vrai. Pardon, autant pour moi. C'est vrai. Fais gaffe, il va mettre un toit, Doug, chez toi dans ton stade. Hein. Fais gaffe. Moi, je veux la piscine de Jacksonville. Ouais, ça, c'est clair. Avec le cigare et le sky. Oh là là, avec quelles conditions pour regarder le foot américain, mon Dieu. C'est vrai. Dernière rumeur, les gars, avant de basculer sur nos dilemmes. La rumeur dit Sean Smith. Vous savez qui est Sean Smith, les gars?
C'est l'arbitre qui arbitrera la finale du Super Bowl. Sean Smith arbitrera son premier Super Bowl dans une semaine. Originaire de Détroit, il a pourtant déclaré que son équipe de cœur est les Jets de New York, en référence à son père natif de là-bas. Je cite, en référence à son père natif de là-bas. Vrai ou faux? Quand tu dis son père C'était dans un natif, podcast. c'est-à-dire qu'en fait, Son il père l'a est de New vu. York et il lui a transmis sa Voilà. passion de D'accord, New York. ok. Donc il est pour les Jets. C'est pas improbable. Ça, j'ai déjà vu des gars par rapport à l'origine de suivre une autre équipe. Hein. Maintenant, ouais, je sais pas. Bon, l'avantage, c'est que ce soit... S'il était un vrai natif, il serait pour les Chiefs. Non. Doug. L'avantage, c'est qu'il soit pour les Lions ou pour les Jets, ça pose pas de problème pour arbitrer le Super Bowl parce qu'ils y seront jamais, normalement. Donc là, il peut être tranquille. Et puis je crois que du coup, son père ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Je crois que c'était dans l'after qu'ils avaient mis un truc, il ne jette pas le bébé avec l'eau du boudin. Il y avait un mec qui s'était mélangé un peu, qui s'était pris les pieds dans le plat et qui avait raconté. Ouais, ça, il y en a des comme ça. Là, mais moi, je suis pas à RMC, moi. Donc c'est vrai ou c'est faux, les gars? Vrai? Moi, je veux dire que c'est vrai. Eh bien, c'est faux. Il est de Détroit et il est très probablement pour Détroit. Il a bien raison. Allez, on passe à la troisième partie, l'afterwork et le dilemme du CEO. Aujourd'hui, je te fais le dilemme du jour. Le plus gros dilemme de toute ta vie, frérot. De toute ta vie, frérot. Hein. Tu préfères le froid ou le chaud? Je vous ai vu faire des signes, vous n'avez pas compris pourquoi la chute avait été si brutale, là? Oui, c'est juste que tu as placé qu'il avait raison d'être pour Détroit, quoi. Bah, il a raison parce que c'est une super franchise et parce qu'il est de Détroit, donc il est encore heureux qu'il est pour Détroit. Même s'il a jamais, j'ai fait des recherches, il a jamais officiellement dit qu'il était pour Détroit, mais il y a des supporters d'autres franchises qui disent que ça se voit qu'il est pour Détroit, je sais pas quoi, selon comment il arbitre, parce que si jamais il arbitre quelqu'un de la même division, ça va pas, machin. Bon, bah ouais. Un bisou à Dan Campbell, c'est pour ça. À chaque fois qu'il passe devant, il fait un bisou à Dan Campbell. On se dit, oh là là, c'est chelou. Par contre, je suis très content que ce soit lui parce que j'aime beaucoup cet arbitre. Mais au moins, il y a un mec de Détroit en plus au Super Bowl. Et ça... Ouais, c'est vrai. Ce sera peut-être le seul, effectivement. Le dilemme du CEO, les gars. Donc, on se pose chacun notre tour un dilemme pour terminer tranquillement cette petite émission. Vous étiez en forme, les gars, j'ai trouvé. Il y a eu du fond, ça a débattu. Il y avait de la préparation, ça a régalé. On veut que l'émission survive. Attends, qu'est-ce que tu crois? J'ai trop peur du patron. On espère être re-signé, ouais. Je comprends. Bah écoutez, sinon c'est pas grave, on ira la faire ailleurs. Hein. On ira la chercher. Je suis encore en On pratique. ira chez GG, il fait le foot officiel, là, il lance LFO. C'est ça. Sinon, on mettra tout sur la tête à France en disant que c'est de sa faute si jamais c'est raté. Voilà. Ouais, GG lance son média de son côté, hein. C'est ça? Le foot office, ouais. il a dit. Hein. Le foot office ou foot officiel, ouais, il a dit. Ok, très bien. On l'embrasse, monsieur GG. Allez, c'est parti pour les dilemmes. Je commence puisqu'on avait commencé on avait mis dans cet ordre-là. Franz, il est pour toi, celui-là. Écoute bien. Est-ce que tu préfères avoir ton équipe qui fait pas les playoffs ou avoir ton équipe qui prend 40 points au Super Bowl en Mondovision où tu te retrouves dans un bar donc avec 100-150 personnes autour de toi qui savent que tu es pour cette équipe-là et où tout le monde se fout un peu de ta gueule, tu sais, ou est limite un peu condescendant, tu vois, ou alors qui se foutent de ta gueule et qui disent non mais franchement ton équipe elle est un peu soft, quoi. Bah, c'est presque déjà un peu arrivé puisque j'étais au Bellucci's d'ailleurs en 2016 lors du Super Bowl contre Denver. Alors on n'a pas pris 40 pions, mais ça se faisait déjà. Bah, en fait, on était en plus petit comité. On était quoi? On était une douzaine. Oui. Ça se fait depuis une éternité, puisque la première soirée Super Bowl qu'on a organisée chez les gros gens, on était 2, mon frère aîné et moi-même. Et depuis, on a développé, et puis on en arrive là. Voilà. Magnifique. Donc, non, je choisis le Super Bowl. Ben oui. Je choisis le Super Bowl pour la simple et bonne raison, c'est que l'équipe, je la renforce. Je la renforce. Je suis bien l'année suivante. Ne pas aller en playoff, merci. Ça fait 10 ans que je n'y vais pas. C'est bon, quoi. C'est bon. Le pain noir, c'est bon. Tu l'as mangé. Il n'y en a plus. Ouais, je le prends le Super Bowl. Même si je me prends une branlée, je serai allé au Super Bowl. Ok.
Ce qu'on a fait 2 fois, hein, contrairement à plein d'autres franchises. Merci, Franz, pour cette réponse. Avec plaisir. Alors, du coup, on enchaîne. J'ai perdu ma voix. C'est J'enchaîne du coup. Et ouais, Pour ton frère. j'enchaîne pour mon Lala chéri. Et alors, j'avoue que j'ai eu un peu de mal parce que alors les tu préfères, c'est quand même une religion chez moi et j'en ai fait énormément, alcoolisé ou non, dans ma vie. Donc, il fallait que je sois créatif. Alexandre dit Lala. Tu préfères que les Packers perdent leur identité, c'est-à-dire le côté socios, ils se font racheter, ils refont le stade, mais restent à Green Bay, ou que Green Bay reste les Packers, mais deviennent la première équipe canadienne en NFL de Toronto? Ah, elle est pas mal celle-là. Mais ça n'a aucun avantage qu'on devienne Canadien dans ton histoire. Bah, tu restes les Packers, tu regardes avec toutes les traditions, tu les transportes comme Los Angeles a pu le faire à Auckland, de nouveau Los Angeles. Est-ce que les Canadiens ne garderaient pas notre histoire? Bah, les Packers ont déménagé justement. Soit tu perds tout, donc tu perds l'identité, tu te fais racheter, mais tu restes à Green Bay, mais tu perds ton stade, tu perds tout. Ou alors tu joues en restes les bleu, Green Bay Packers, tu changes toute ton identité, ou alors tu restes les Green Bay Packers avec son histoire, avec tout, c'est juste que tu changes de ville et tu deviens Toronto. Toronto Packers. Et tu joues en vert. Je pense, je vais te dire sincèrement, c'est peut-être aussi parce que je ne le suis pas. Le côté socios, je m'en tape un peu. Donc, parce qu'après, je ne suis pas natif de là-bas aussi, peut-être. Là, c'est là où on voit le fossé culturel. Donc, moi, si tu veux, si jamais je suis racheté, quoi que ce soit, le truc, c'est que j'ai trop peur que de tomber sur un mec propriétaire comme celui des Jets, quoi. Tu vois, ça me ferait trop flipper. Mais c'est surtout ça, c'est pour éviter de tomber sur les mauvais propriétaires que c'est comme ça en socios. En soi, être socios, c'est plus de la politique qu'autre chose. Regarde le Real Madrid. Mais bon. Ils sont pas socios, c'est le Barça qui est socios. Barcelone, tu veux dire. Barcelone, je veux dire. Regarde le Barça, je veux dire, c'est pas un problème. Donc, mais j'ai du mal à dire Barça, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que en fait, les deux idées sont intéressantes. J'aurais plus peur, je pense, que ça soit par un mauvais propriétaire que le fait que ça soit une ville canadienne qui reprenne. Ok. Tu aurais pu devenir les Green Bay Babybels. Mais non. Lala, à toi pour Doug. Alors, Doug, c'est un tu préfères dans la thématique de la soirée Super Bowl, donc au Bellucci's de Gare du Nord, à Paris. Tu préfères passer toute la soirée Super Bowl avec Nikita Bellucci, oui, qui te fait du gringue comme ce n'est pas permis toute la soirée, mais c'est pour voir les Carolina Panthers être sacrés champions NFL. Je n'ai rien contre eux. Voilà, avec bien sûr Franz qui te fait la danseuse du ventre autour de toi toute la soirée comme une mouche du cocher. Voilà. Tu m'étonnes si je suis. Ou alors, tu préfères passer toute une soirée Super Bowl avec Mathilde Panot qui te colle et te fait du gringue comme ce n'est pas permis et qui t'empêche de déguster la victoire de tes Buccaneers pour le titre suprême. Vraiment, mais j'hésite pas Là, une seconde. Ouais. J'ai vu ses yeux s'allumer, quoi. J'ai vu ses yeux s'allumer, là. Tu lui as proposé le plus beau deal de sa vie, là. Il y a vraiment un choix à faire, là. Attends, je suis en train d'hésiter. Est-ce que tu prends? De quoi? Comme tu es un peu barré, je suis en train d'hésiter sur ce que tu vas prendre. Ah non, je prends les Panthers qui gagnent. Ah ouais, mais t'es un malade mental. Mais t'as pas vu ses yeux s'allumer? T'as vu la panneau ou quoi? Mais Nikita Bellucci, elle va te faire du gringe et derrière, elle va même pas se foutre à poil. On t'en sait rien, ça. Allez, Nikita, tant bien, panneau, elle le fait. Attends, ne remets pas en doute les compétences de notre Doug, s'il te plaît. Il a des arguments. Mais oui. Donc, après tout, hein, c'est comme ça, on ne sait jamais. Hein. L'amour, c'est bien fait dans le pré, ça pourrait se faire dans le Bellucci's. Hein. Imagine que Panot, elle soit sérieuse, elle.
Ah non, mais elle est après, sérieuse. Hein. Dans mon attends. dilemme, elle est sérieuse. Attends. Le Doug, elle est comme ça. Ah, tu t'en sors Tu veux pas comment tomber là dans le avec ces panneau quand chicots même, Doug. pourris là? Oh là Putain, mais là c'est là. fabuleux. C'est fabuleux parce Tu vois que mon Je pote, savais, France. mon pote va coucher avec l'actrice porno et mon équipe va gagner le Super Bowl. Quel deal fabuleux. J'adore. Alors, Ça te si ferait tu deux pouvais trucs nous cool à faire une raconter. vidéo, France, Doug, ça serait sympa hein, pour France, voilà, pour Oui. clôturer sa soirée, tu vois. En plus, génial, quoi. Et on prend Tu pouvais- Michel qui chante du Vald comme elle avait fait le clip déjà. C'est ça. Ah ouais. Fabuleux. Allez, on enchaîne, Doug. Et Comme c'est ça, on moi va qui te finir dans les fais temps. ouais. Ouais. C'est moi qui t'en fais un. Parce que je sais que tu es un grand préparateur mental. Et donc on va aller sur ce terrain-là. Tu préfères Allons-y. être préparateur mental d'une franchise complètement dysfonctionnelle, les Browns par exemple. Voilà. Tu es préparateur mental des Browns, c'est toi qui les suis, etc., avec les résultats qu'on connaît. Ou être le préparateur mental d'une énorme star des fléchettes, à savoir Steven Bunting, qu'on voit un petit peu tourner partout. Celui qui rentre en faisant la chanson comme ça, etc. Voilà. Et qui gagne. Mais alors déjà, j'ai été préparateur mental de joueurs qui jouent contre lui. Déjà, pour commencer. Et Qui je vais joue. te dire un truc. Oui, c'est pas un sport, etc. Je connais ton point de vue, Doug. Sans hésiter une seconde, fléchette. Et lui, c'est pas un malade. Qu'est-ce que tu veux que je me retrouve dans un bourbier? Non, mais alors, franchement, j'ai déjà été préparateur mental dans des bourbiers. Vraiment. C'est beaucoup plus difficile d'être préparateur mental dans un club qu'avec des sportifs individuels. Quand tu es dans un bourbier, que tu vois qu'il n'y a rien qui va, que tu as des gens qui sont PLS dès qu'ils viennent te parler, parce qu'ils peuvent pas saquer leur coach, qu'ils peuvent pas saquer leur président, qu'ils peuvent pas saquer les coéquipiers et tout, tu peux pas travailler en fait. Tu peux rien faire. C'est très très difficile. Donc en plus, imagine si j'étais le préparateur mental des Browns qui sont éclatés au sol, je penserais à vous à chaque fois qu'on verrait un match, je me dirais mais ils doivent se dire que je suis nul quoi. Tu vois que je leur apporte rien. Enfin franchement, voilà. Donc en plus ça me fait déménager à Cleveland. Non, laisse tomber. On va rester aux fléchettes. Les mecs, t'inquiète pas, qu'ils se mettent très bien. Ils sont millionnaires. Ça régale. C'est bon esprit. Fléchette. Et puis, honnêtement, moi, j'ai eu la chance d'avoir un de mes sportifs qui a fait une finale de championnat du monde. Je peux te dire que quand j'étais pas sur place, mais je peux te dire quand j'étais devant la télé, ça fait quelque chose. Vraiment, ça fait quelque chose. Alors, il l'a perdu, mais ça fait quelque chose. C'est vraiment quelque chose à vivre quand même. Je veux bien le croire. J'en ai pas dormi de la nuit par contre. Hein. Il a perdu, je peux te dire que j'avais le seum. Hein. Intersidéral. Hein. Alors j'imagine même pas lui. Hein. Mais voilà. Donc voilà, t'as ta réponse, Doug. Ok. Eh bien écoutez, messieurs, merci. Merci pour tout. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment. On remercie bien sûr toute l'équipe du Front Office. Remercie chaleureusement Jesse Pickman et Walter White qui étaient à la production ce soir. Au montage, on avait Fidel Castro et Pascal Gilles, qui est le PDG de Castorama. À la réalisation, Nicolas Maduro et Donald Duck. Et toute l'équipe du Front Office vous souhaite bien sûr chaleureusement un très bon Super Bowl. Pour ceux qui seront avec nous, donc comme on l'a dit, n'hésitez pas à venir nous voir. À très vite pour les autres. Amusez-vous bien. Ah, j'ai cru que tu faisais un fuck, donc j'ai eu très très peur. Non. J'ai cru que le mec partait en roue libre total. T'en as fait tout à l'heure. Oui. Je me suis emporté, effectivement. Mais bon, on a compris que c'était très amical, bien sûr. Évidemment. Amusez-vous bien, messieurs. Et vive le football.